Bonjour à tous, merci beaucoup d'être venus aussi nombreux. Est-ce que vous entendez bien dans le fond avec le micro? C'est ok? Top. Donc voilà, merci beaucoup, on a hâte de commencer cette conférence. Avant toute chose, on va vite fait se présenter. Donc qui est-ce que nous sommes? Nous sommes l'Alter Écoute. Donc c'est un code à projet qui vise à promouvoir l'économie, enfin la transition économique en général, et donc notamment l'économie sociale. Et c'est parce que la gouvernance partagée est un des piliers de l'économie sociale que nous sommes ici ce soir, mais je laisserai les intervenants vous expliquer ça plus en détail. Cette conférence s'inscrit dans un cycle de conférences qui s'appelle les Alter and Talk. Donc il y en a plusieurs sur toute l'année. Si vous êtes super intéressés, à la fin vous vous dites mais en fait c'est génial, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux et à suivre tout ce qu'on propose. Ici à notre agenda, il est très petit, vous ne le voyez pas, mais vous pourrez venir le voir plus en détail après. On propose 2 activités. Il y a une grosse activité qui arrive dans quelques mois qui s'appelle la Social Cup. C'est un business game à finalité sociale. Donc voilà, si vous avez envie de créer une équipe et de venir vous amuser tout en apprenant, en créant une entreprise avec des professionnels qui vous font des feedbacks, voilà, n'hésitez pas à venir, on a plein d'autres activités, je vous invite à nous suivre. Et maintenant, assez parlé de nous, on va parler de pourquoi vous êtes ici ce soir. Tout d'abord, nous accueillerons Pierre Delovin-Foss, qui est formateur et coach en entreprise. Il se dédie notamment à l'accompagnement d'entreprises dans la mise en place d'outils de gouvernance partagée. Et il a notamment accompagné Monsieur Salvatore. Et il vous expliquera mieux que moi. C'est moi qui l'ai accompagné. Tout à fait. Voilà, on maîtrise le sujet. Enfin, ça, c'est pas vrai non plus, mais c'est pas grave. Bref, ils se connaissent un petit peu. Et donc voilà, il nous introduira le concept de qu'est-ce que c'est la gouvernance partagée. Et puis ensuite, nous aurons la chance d'avoir Monsieur Salvatore Iannello, qui est le copilote de la chocolaterie Galère. En effet, ces dernières années, la chocolaterie a pris s'est réinventé un petit peu en essayant de mettre plus l'humain et l'environnement au centre. Et donc ils ont notamment mis en place des outils de gouvernance partagée. C'est pour ça que monsieur est là aujourd'hui et qu'il nous expliquera un peu plus en détail tout ce qu'ils ont fait au sein de l'entreprise. Donc voilà, on finira par une session de questions-réponses qui sera animée par monsieur Delovin-Foss. Et si vous avez des questions dans toute la présentation, vous pouvez scanner le QR code juste ici pour les poser et qu'on les aborde directement au début de session de questions-réponses. Et puis sinon, ce sera toujours possible de les poser de manière interactive à la fin, voilà, en live, comme dit. Voilà, maintenant, j'invite monsieur Pierre Delovin-Foss à prendre la parole. Merci. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, parfait, ça fonctionne. Impeccable. Nous sommes dans les années 80, dans le nord de la France, un petit village qui s'appelle Alencourt, dans lequel il y a une entreprise qui s'appelle Favi. Favi, c'est une fonderie. Il fabrique avec des alliages d'aluminium des pièces pour boîtes de vitesse de voiture. Cette boîte va mal, elle fait des pertes. L'actionnaire en a marre de débourser chaque année et il fait appel à quelqu'un qui s'appelle Jean-François Zobrist, qui est assez jeune à l'époque, pour reprendre cette entreprise et la redresser. Zobrist accepte, il lui dit une chose qu'on va entendre tout à l'heure aussi: j'accepte le défi, mais tu me donnes carte blanche. L'actionnaire était un de ses amis. Et donc le voilà parti. Pendant 4 mois, il ne fait rien. C'est pas tout à fait vrai. Pendant 4 mois, il observe. Il se promène partout dans l'usine, il parle aux gens, il écoute surtout, et il regarde comment ça fonctionne. On est dans une entreprise bien traditionnelle, bien pyramidale. Je vous raconte une petite anecdote. À un certain moment, pendant ces 4 mois, il voit passer Robert, avec une paire de gants en main. Et il demande à Robert: Robert, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Monsieur Zobrist, mes gants sont usés, et donc j'ai demandé au contremaître si je pouvais les remplacer. Il m'a dit oui. Et donc je m'en vais vers le magasin qui est à l'autre bout de l'usine. Et puis Zobrist lui demande: et ça se passe comment quand tu arrives au magasin? Oh ben là, j'attends que le magasinier soit libre, disponible, ou qu'il arrive. Et puis, je lui remets mes gants, il vérifie s'ils sont bien usés, sinon je repars. Et s'ils sont usés, ben, il me donne le formulaire pour remplir une demande de nouveaux gants. Et puis après, il récupère les vieux gants, je reçois mes nouveaux gants et je peux retourner à mon poste de travail. Ça te prend combien de temps, Robert, un truc comme ça?
Oh ben, si le magasinier est présent et tout, en 20 minutes, ça devrait aller. Parfois, évidemment, il faut que je dois attendre, et tout, il y en a d'autres avant moi. Donc parfois 30 minutes. Zobrist ne peut s'empêcher de lui dire, il coûte cher, les grands. Parce que pendant ce temps-là, la machine, elle ne tourne pas. Et en fait, Zobrist prend conscience que toutes les règles, que toutes les procédures qui sont mises en place dans cette entreprise, elles sont mises en place en fait pour les 2 à 3%, c'est le pourcentage qu'il donne lui, de collaborateurs qui sont soit incompétents, soit malhonnêtes, ou les deux à la fois. Donc ce sont des règles qui sont là pour protéger contre ceux qui feraient mal leur job. Mais ces règles, elles handicapent les 97% de gars et de femmes qui sont compétents et honnêtes. Et donc ils décident de mettre en place un système et des procédures qui sont faites pour les 97% de personnes qui sont honnêtes et compétentes, donc de virer toutes ces règles de contrôle et autres et de surveillance et de suivi pour vraiment aider les gens et arrêter de saboter leur travail, en se disant le gain de productivité que je vais avoir en libérant quelque part le travail des 97% va largement compenser les conneries des 2 à 3% de gars qui sont malhonnêtes ou qui font mal leur boulot. Résultat, un gain de productivité chiffré entre 25 et 30%. Je vous raconte cette histoire qui est un des pionniers qui a été le plus documenté de ce qu'on a appelé par la suite l'entreprise libérée. Au menu de ce soir, je vais donc vous parler de gouvernance participative, la partie un petit peu plus théorique. Après ça, vous verrez comment ça se passe réellement avec un exemple, celui de Galère. Et enfin, on passera aux questions-réponses. J'oubliais le plus important, vous êtes venus pour des chocolats. Il paraît qu'il y aura quelque chose à boire aussi, je ne sais pas si c'est de l'eau. On verra. Voilà. Alors, gouvernance participative, de quoi parle-t-on? Il y a un tas de mots. Il y en a qui parlent de gouvernance collaborative. Il y en a qui parlent d'entreprise libérée. D'autres parlent de sociocratie, encore d'holacratie, ou bien de modèle opale, et j'en passe. Tout ça regroupe une réalité qui a pas mal de points communs, mais chacun l'adapte à sa réalité. Donc il n'y a pas un modèle de gouvernance participative, on prend le bouquin, on commence de A à Z, et l'entreprise, toutes les entreprises qui suivraient ce modèle-là sont exactement identiques, ce n'est pas du tout comme ça que ça marche. Le modèle commence à être popularisé par Isaac Getz, qui écrit un bouquin, ce petit bouquin jaune, ici, en 2008. Isaac Getz, comme disait Salvatore tout à l'heure, il n'a jamais dirigé une entreprise, c'est psychologue et spécialiste en management, prof à l'ISCP Europe à Paris, donc une école de management, et il écrit ce livre avec un ex-journaliste du Wall Street Journal. Ce bouquin reprend toute une série de modèles d'entreprises qui ont fonctionné différemment en remettant, je dirais, la confiance et l'humain au centre de l'entreprise. Ce bouquin est vraiment fondateur pour un mouvement. Il a inspiré un tas de patrons qui en avaient marre d'être tout le temps là, en train de contrôler et de jouer au papa ou au gendarme. Et de là sont parties vraiment toute une série de transitions dans les entreprises. Après ça, il y a le bon bouquin, c'est du belge, c'est celui-là qu'il faut prendre. Frédéric Laloux, partenaire chez McKinsey, donc en bureau de consultance pour ceux qui ne connaissent pas, il se dit que ça n'a pas de sens. Le monde de l'entreprise est, comme il fonctionne, vraiment générer du profit pour le profit, ça n'a pas de sens. Et donc il se met à faire une recherche. Et pendant 3 ans, il va étudier des entreprises qui fonctionnent différemment, des entreprises qui ont mis l'humain au cœur de leur projet. Il identifie 42 entreprises de ce type-là, en Europe et sur tout le continent américain. Et de là sort son bouquin, Reinventing Organizations, qui existe en plein de langues, dont le français. Le titre est toujours le même et toujours en anglais. Vous avez la version complète, la Bible, 500 pages, et vous avez une version résumée, illustrée, qui se lit en 2 heures. Voilà.
Et si ça vous intéresse, il a donné une conférence en 2014 à Flagey. Vous tapez Lanoux Flagey et vous aurez en 1h42 une super présentation de son bouquin. C'est vraiment très bien fait et c'est passionnant à écouter. Ce bouquin a été un succès absolument incroyable. Aujourd'hui, vous avez des communautés complètes qui fonctionnent autour de ça et sans lui. Lui, maintenant, est passé à toute la question de la transition climatique avec un programme qui s'appelle Debout. Je vous incite aussi à aller voir. Voilà. Alors, dans ces entreprises-là, on retrouve souvent 3 piliers. D'abord, la raison d'être. Quand j'étais à la place, là, j'adresse aux étudiants, sur ces bancs, c'était plus du côté de la place des sciences, on m'a enseigné que la raison d'être de l'entreprise, c'était de générer de la richesse pour l'actionnaire. Alors, quand on est actionnaire, c'est vraiment top. Tous ces gens, ils m'enrichissent. Voilà, ça doit être assez top. Déjà à l'époque, je me souviens que ça m'avait quelque part un peu choqué. Enfin, c'est le capitalisme à l'état pur. Ici, dans ces entreprises-là, le profit reprend sa place. C'est un résultat indispensable. Sans profit, le bateau coule. C'est un moyen qu'on va réutiliser, mais ce n'est en rien une fin en soi. Donc la raison d'être va être quelque chose qui est de l'ordre d'un service à la société, d'un service au monde. Comment rendre ce monde meilleur, ou en tout cas l'accompagner dans son développement et dans son évolution. Le second pilier qu'on retrouve partout, c'est l'humain. Là où dans beaucoup d'entreprises, encore aujourd'hui, l'humain est une ressource, ne parlons pas de ressources humaines, ressources comme du charbon, comme du pétrole, ainsi de suite, une ressource à exploiter. Ici, l'entreprise devient une ressource pour l'humanité. On est dans un modèle qui est totalement différent. Et au lieu de voir, comme je le disais avec l'exemple de Zobrist, les hommes et les femmes comme des gens qu'il faut contrôler, on va en reparler tout à l'heure, on va plutôt travailler sous la confiance avec eux et les traiter comme des adultes. Il y a un modèle d'entreprise un peu patriarcal qui a tendance à traiter les adultes comme des enfants, et quand vous traitez un adulte comme un enfant, vous obtenez un ado. Bon. Voilà. Les parents ici savent de quoi je parle. Troisième pilier qu'on revoit souvent, qui n'a à la limite rien à voir avec la gouvernance participative, mais à partir du moment où vous commencez à vous préoccuper de l'humain, il est assez normal de se préoccuper de ce que mon ami François appelle notre maison commune, notre planète. Alors, à la base de tous ces patrons qui se sont engagés là-dedans, il y a quelques chercheurs, penseurs ou théories. Il y a entre autres celle de MacGregor. MacGregor, il dit notre façon de diriger nos équipes part de nos croyances. Et en caricaturant un peu, il met deux extrêmes, ce qu'il appelle la théorie X et la théorie Y. La croyance X, c'est quoi? La croyance X, c'est de croire que le travail, les gens considèrent le travail comme pénible. Les salariés considèrent que le travail est pénible. Et donc, ils n'ont pas envie de bosser. Ils veulent en faire le moins possible. Évidemment, si j'ai cette croyance-là, quel style de management je vais mettre en place? Je vais mettre un management qui va être fait de prescriptions, d'instructions que je vais donner et qui sera suivi de contrôle. Et je vais utiliser la carotte et le bâton. Tu fais ce que je te dis et comme je veux que tu le fasses, je t'offre une carotte. Tu ne fais pas ce que je te dis et tu ne fais pas comme je veux que tu le fasses, tu as le bâton. Un management plus aussi par la peur quelque part. Ce style de management génère de la passivité au travail, pas beaucoup d'enthousiasme, et donc les gens sont déresponsabilisés, prennent peu d'initiatives, et ça, bien sûr, ça vient confirmer ma croyance. Et donc, c'est vraiment important que je ne change surtout pas mon style de management, sinon je ne vais pas avoir de résultats. Théorie X. Théorie Y, elle part du fait que le travail est quelque chose d'épanouissant. Si, bien sûr, le travail qu'on me propose a du sens, a un impact positif, que j'ai les moyens de réaliser ce travail-là et que je suis soutenu pour le faire. La personne, le manager qui a cette idée-là en tête, qu'est-ce qu'il va faire mettre en place comme style de leadership, de management? Beaucoup plus basé sur une liberté d'action, un contrôle de soi, une autonomie, du soutien, du support, de la reconnaissance et des choses de ce type-là.
Ça va générer une application au travail, la prise de responsabilité, de l'engagement et d'initiative, et ça va confirmer mes croyances. Quand vous aurez des équipes à diriger, posez-vous les questions, qu'est-ce que je crois? Et peut-être qu'à ce moment-là, vous pouvez faire évoluer vos croyances, si vous voyez que ces croyances vous mènent à un style de management qui est nocif et toxique. Un autre penseur important, c'était Ed Deci, un prof de l'université de Rochester, près de New York. Et lui, il s'intéresse à la théorie de l'autodétermination. La motivation. Qu'est-ce qui nous motive? Il va parler de motivation intrinsèque et de motivation extrinsèque. Motivation extrinsèque, c'est la motivation parce que le travail me procure un salaire, des vacances, un statut social, carte de visite avec quelque chose dessus, d'accord, une voiture peut-être, et ainsi de suite. Donc ce n'est pas le travail lui-même, c'est ce que le travail me procure. Et puis il remarque en fait que ce qui motive réellement, une motivation beaucoup plus forte, c'est la motivation intrinsèque. En fait, je fais mon job parce que j'aime ce job. Et je suis motivé pourquoi? Parce que j'apprends des choses, ou parce que l'équipe dans laquelle je suis, c'est une véritable famille. Et je me sens bien là, je me sens respecté, je me sens reconnu. Dans ce travail, c'est aussi ma passion. J'adore le chocolat et je travaille dans une entreprise qui fabrique du chocolat, où je fais de la recherche sur les goûts et ainsi de suite. C'est ma passion, ça a du sens pour moi, la motivation intrinsèque. Et il met en évidence, en fait, 3 besoins qui vont nourrir cette motivation intrinsèque. Premier besoin, le besoin d'autonomie. Les adultes ont besoin d'autonomie. Quand je suis un petit nouveau que je ne sais pas, j'accepte très facilement et je serai demandeur qu'on me dise comment je dois faire. Mais à partir du moment où je travaille depuis plusieurs années dans l'entreprise, je n'ai plus besoin qu'un manager qui souvent connaît beaucoup moins bien les choses que moi, parce que moi je le fais depuis des années, vienne me dire comment je dois faire. Qu'il me dise, voilà, l'objectif c'est ça, et qu'il me laisse faire le reste. Besoin d'autonomie. Besoin aussi d'équivalence. Besoin de faire partie d'un groupe, mais pas n'importe comment. L'équivalence, ce n'est pas l'égalité. L'égalité, ce serait que tout le monde ait le même salaire, que tout le monde ait à peu près les mêmes rôles, et ainsi de suite. C'est pas ça du tout, on n'a pas besoin de ça. Par contre, ce qu'on a besoin, c'est d'équivalence. Le respect que je dois à mon patron est le même que celui qu'il me doit, parce que la valeur de mon patron est la même que la mienne. L'équivalence, c'est que nous avons tous, en tant qu'humains, la même valeur, au-delà de nos différences intrinsèques, nos différences à nous et aussi des différences de travail que nous fournissons. Et enfin, on a un besoin de développement, un besoin de s'épanouir, d'apprendre, de réussir aussi de temps en temps. On peut avoir des échecs fréquents, ce n'est pas un problème, mais il faut de temps en temps qu'il y ait du succès à la clé. Besoin de croître, d'évoluer. Dernier principe de subsidiarité, on est à l'UCL, je peux le dire, c'est un principe qui nous vient de fin du 19e siècle. Au 19e siècle, il y a toute la question, on en reparlera tout à l'heure, je dirais dans les entreprises, avec le boom industriel, c'est vraiment compliqué pour la maçonnerie, qui est assez maltraitée. Et l'Église publie une encyclique qui s'appelle Rerum Novarum, dans lequel on parle du principe de subsidiarité, qui évolue par la suite pour devenir ce qu'il est devenu aujourd'hui. Et c'est quoi ce principe de subsidiarité? C'est assez simple. C'est que la personne qui est la mieux placée pour résoudre un problème est la personne qui est confrontée au problème. Je m'explique. Peut-être en donnant un exemple avec Jacques Craé, c'est le CEO de Kosukra il y a quelques années. Il a été président de l'Union wallonne des entreprises. Il est malheureusement décédé, c'était un homme exceptionnel. Il est patron de sa boîte traditionnelle, et il remarque qu'au comité de direction, il y a régulièrement des problèmes qui viennent du bas, des problèmes des ouvriers ou des gens comme ça qui ont des difficultés, qui en parlent à leur contremaître, qui en parlent à leur directeur, et puis ça remonte jusqu'au comité de direction. Le comité de direction essaie de comprendre le problème, et puis leur réponse, c'est d'autres questions pour mieux cerner le problème. Et les problèmes font comme ça les allers-retours. Puis à un certain moment, il se dit, mais c'est pas possible, quoi, c'est absurde. La personne qui est la mieux placée pour résoudre ce problème, c'est cet ouvrier qui a le problème. Et donc je veux lui donner le pouvoir et les moyens de résoudre lui-même le problème. Chez Zobrist, par exemple, chez Flavie, une machine tombe en panne, c'est l'ouvrier lui-même qui va contacter le service ou la boîte extérieure et qui a tout le choix d'engager les dépenses nécessaires pour faire la réparation, ou par exemple pour moderniser, ou pour faire une maintenance préventive, parce qu'il connaît sa machine. Quand elle commence à faire un petit bruit particulier,
Il n'attend pas qu'elle tombe en panne, directement il appelle qu'il faut, il a les leviers en main. C'est également hyper motivant. Alors bien sûr, quand on regarde ce truc-là, on se dit par rapport à tous les principes que je viens d'énumérer, ça va être difficile. En fait, la pyramide a été fortement développée justement au milieu du 19e siècle. Au milieu du 19e siècle, la plus grande entreprise mondiale est belge, c'est Cochrane. 4000 ouvriers à l'époque. Pas d'ouvriers qualifiés, tous des ouvriers qui ne sont pas formés. Et donc, pour répondre à ça, on met des petits groupes, avec au-dessus, on met un contremaître, à qui on doit juste enseigner ce qu'il faut pour faire travailler les gens, donc pour donner des instructions, et pour contrôler que ce qu'ils font est bien fait. Et on construit comme ça une pyramide, jusqu'au-dessus. À l'époque, ça marche parce que les gens ont faim, et leur premier besoin, c'est de se nourrir et de nourrir leur famille, c'est des besoins de survie. Mais aujourd'hui, souvent les pyramides, ça devient compliqué et c'est plus aussi beau que ça. En haut, parfois il y a le sourire, en bas, souvent ça tire la gueule et les relations sont vraiment hyper compliquées. Et parfois ça donne ça. Donc ceux du haut, quand ils regardent en bas, ben, ils voient de la merde. Et ceux du bas, quand ils regardent en haut, ils voient des trous du cul. Alors, une première approche, c'est d'inverser la pyramide. C'est pas tout à fait dans la philosophie du participatif, personnellement j'aime bien, et je trouve que ça passe assez bien. Quand j'explique ça à des managers, ils disent « Ah oui, c'est une autre façon de voir mon rôle », et là ils peuvent s'y retrouver. Donc le patron, au lieu de le mettre en haut, on le met tout en bas. D'accord ? Lui, il est au service de ses directeurs. Au service, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que tous les matins, il vient servir le café et essayer leur pompe. Ça veut dire qu'il va veiller à ce qu'ils aient tout ce qu'il faut pour pouvoir remplir leur mission et faire leur job correctement. Il vient les aider, les supporter, et il vient vraiment être là en soutien, tout en également jouant son rôle de patron, de montrer la direction, d'être gardien du cap, et entre autres de la raison d'être de l'entreprise et de ses valeurs. Aider et soutenir, c'est aussi parfois recadrer la personne à dérailler, il faut l'aider à la remettre sur ses rails. Et ces directeurs, ils vont faire la même chose avec leurs managers et les équipes qui sont au-dessus. Et puis, apparaît finalement ce qui n'est pas du tout présent dans la pyramide traditionnelle, le client. Ici, on voit pour qui on bosse. Et tout ce monde, du bas en haut, est au service les uns des autres, ça crée une dynamique qui est totalement différente. En gouvernance participative, on parle souvent d'organisation cellulaire. Donc, les équipes deviennent des cercles, il y a des cercles provisoires, un groupe de travail si on veut, et puis des cercles permanents. On va essayer de regrouper les cercles, non pas comme les ressources humaines, les finances pour créer toutes des barrières, mais plutôt des cercles avec des gens qui proviennent de plusieurs disciplines pour qu'ils apprennent à travailler ensemble. Par exemple, chez Fafi, lui parlait de mini-usines. Chaque mini-usine, c'était une équipe qui travaillait pour une marque de voiture. Il y avait la mini-usine Peugeot, et il y avait là le commercial qui gérait Peugeot, il y avait ceux qui faisaient la recherche ou les ingénieurs sur les pièces Peugeot, il y avait les ouvriers, et ainsi de suite. Et tout ce monde travaillait ensemble, plutôt que d'avoir un bureau d'études, un département commercial, et ainsi de suite. Maintenant, chaque entreprise a aussi sa propre organisation. Il n'y a plus vraiment de tête, dans le sens où des gens qui donnent des instructions aux autres. Dans chaque équipe, chaque cercle reçoit une mission et s'organise entre elles pour réaliser cette mission. Et chaque cercle aussi va élire ou choisir un coordinateur, on appelle ça un premier lien, un deuxième lien, je vous passe le vocabulaire, pour éventuellement échanger avec d'autres et ainsi de suite. Et au sein de toutes ces équipes, il y a une grande autonomie, chacun reçoit les moyens nécessaires pour pouvoir faire son job. Et les managers dans tout ça, c'est souvent difficile quand on fait une transition vers une gouvernance participative, souvent les managers se sentent un peu mal, ils ont l'impression qu'ils vont disparaître. Et quelque part c'est vrai, le management pur, à l'ancienne, contrôlant et ainsi de suite, on n'en a plus besoin. Donc transmettre des instructions et contrôler, ça ne va plus fonctionner comme ça. Les managers vont devenir davantage plutôt des coachs qui sont là pour aider les gens et leur permettre de donner le meilleur d'eux-mêmes, les aider à se poser aussi les bonnes questions. Il y aura toutes ces gens qui vont devenir des experts, qui le sont déjà d'ailleurs. Et puis, il y a tout le développement du leadership
leadership, c'est principalement de l'inspiration, des personnes qu'on a envie de suivre et qui sont inspirantes, qui nous motivent. Alors avant, il y avait les rôles étaient la fameuse carte de visite qui donnait un espèce de statut social, et puis en dessous il y avait un job description, une fiche de fonction qui n'était jamais à jour ou qui n'existait pas mais qui allait venir dans quelques mois. J'entends encore ça dans plein d'entreprises. Ça c'est terminé. Maintenant on a des rôles que l'on se partage et on s'organise dans les cercles, et ces rôles on va les partager souvent suivant le modèle de ce qu'on appelle le sweet spot, suivant mes envies, mes compétences et les besoins. Alors, idéalement, ce que je fais devrait se trouver là. J'en ai envie, je sais le faire, et ça correspond aux besoins. Parfois, ça se trouve là. J'ai envie de faire ça, mais je ne sais pas encore le faire. Alors, je vais me faire aider par des coachs ou autres pour apprendre cette partie-là. Parfois, ça se trouve là, et que je sais le faire, j'ai plus trop envie, ça fait des années que je fais ça, mais ça fait partie des besoins de l'entreprise. Si cette partie-là, ce n'est que 20 ou 30% de mon job, bah, c'est encore acceptable. Si ça commence à être plus, bah, il est temps de changer. Changer de cercle, ou peut-être même changer d'entreprise. Et le patron, dans tout ça, et la patronne, qu'est-ce qu'il devient? Là, tout le monde n'est pas d'accord. Je suis intervenu dans des ASBL où le fondateur était parti ou avait été viré, il y avait des tensions, et il se disait donc en gouvernance participative, et il voulait partir sans réellement de leader. Franchement, je n'ai pas été convaincu. Personnellement, je pense que dans une entreprise, il faut un patron, ou en tout cas un leader, quelqu'un qui est vraiment porteur du projet d'entreprise, de sa raison d'être, qui va la porter, la défendre, et ainsi de suite. Je serais curieux de voir ce que Salvatore va en dire à son avis. Voilà. Mais non, ce n'est plus un patron qui est le patron directif. C'est vraiment un patron qui est un leader, quelqu'un qu'on suit parce qu'il nous inspire. Alors, une autre chose qui est essentielle dans ces entreprises-là, c'est pas l'anarchie. Tout le monde ne fait pas ce qu'il veut, n'importe comment et n'importe quand. Le modèle est basé sur des règles. Je ne sais pas ici s'il y a des sportifs, mais si vous jouez au foot, sur le terrain, tout le monde est libre. Par contre, il y a des règles à respecter. Si vous passez la ligne blanche, vous perdez la balle. Et il y a un arbitre qui fait respecter les règles. Donc dans ces entreprises-là, on va aussi se donner des règles. Mais par contre, on va idéalement les co-construire, ces règles. Donc on va se donner des règles qui vont nous aider à bien bosser. Pas des tonnes de règles qui vont nous freiner. Et ces règles, on va les faire évoluer. Il y a une règle qui n'est plus utile, qui nous freine, ok, on la change. Il y a une règle qui doit évoluer, bon, on la fait évoluer. Il y a une règle qui nous manque. On voit que souvent, il y a des tensions qui sont créées ou quoi. On va mettre en place ensemble une nouvelle règle et la décider. Et bien sûr, il y a les règles de l'entreprise ou de l'équipe, et puis il y a les lois, il y a les règles extérieures, et ainsi de suite, qu'il faut également respecter. L'intelligence collective prend une place primordiale dans la gouvernance participative. On pense bien sûr à tout ce qui est tous les outils créatifs, en commençant par le brainstorming, aussi des outils de décision, c'est la décision par consentement, entre autres, il y a d'autres outils, l'élection sans candidat, le nom à ta place, enfin il y a plein d'outils comme ça de l'intelligence collective, en partant de cette équivalence. Le cerveau du patron n'est pas plus gros que le cerveau de celui ou celle qui nettoie par terre. Et puis, ce qu'on retrouve aussi souvent comme délimitateur commun, c'est une formation à la non-violence. Qu'il s'agisse de communication non-violente ou de non-violence active, ces entreprises-là souvent se forment à la non-violence pour développer des relations vraies, des relations authentiques, ouvertes et non-violentes. J'arrive, j'écoute l'autre en profondeur, j'apprends à le rejoindre dans ce qu'il vit, et quand je m'exprime, j'apprends à m'exprimer en disant vraiment ce que je vis moi, mais sans blesser l'autre. Ce que j'aime beaucoup dans ces entreprises, c'est qu'elles nous poussent, nous autres humains, à faire ce voyage, qui pour moi est le voyage de notre vie, de l'ego au soi. L'ego, c'est ma couche de protection, c'est mon armure, c'est mon masque. Et d'aller vers quelque chose, de trouver ce que j'ai vraiment donné, ce que j'ai d'unique, ce que j'ai d'irremplaçable. Et enfin, la gouvernance participative, l'entreprise libérée, le modèle Opal, tout ça c'est un chemin, c'est un long chemin, c'est pas du tout une autoroute. Et on ne peut pas dire réellement qu'on y arrive. C'est comme si vous disiez à certains moments, ben voilà, la vie, j'y suis. Mais non, la vie c'est un chemin. Et ce chemin, il est beau.
Alors voilà, le jour où vous serez en entreprise, ou pour ceux qui y sont déjà, si vous pouvez aller dans cette direction-là, vous verrez, c'est vraiment un très très beau chemin. Alors, maintenant on va parler du plus concret, je vais rapidement introduire. Donc, d'abord, Salvatore et ton équipe, merci beaucoup d'être là. Vous êtes toujours dispo pour partager, je dirais, c'est votre belle aventure, quoi, qui fait énormément de sens et qui est très inspirante. Donc merci beaucoup pour ça. Galère, c'est pas une jeune fille. 50 bornes l'an prochain, le cinquantenaire. Je ne sais pas s'ils vont taper un monument là à Liège, parce que bon, bah, c'est très liégeois. Galère, ça commence en 1976 par quelqu'un qui s'appelle Jean Galère. Jean Galère, quelques années plus tôt, il a 16 ans, c'est un cancre à l'école, et donc il arrête ses études et il rejoint, je pense que c'est la boulangerie familiale. Son grand-père était boulanger, son père est boulanger et pâtissier. Et il découvre le chocolat pendant ce temps. Et en 76, pardon, il y a un ami qui lui dit, tiens, il y a une chocolaterie à vendre pour l'équivalent de 3 000 €. Et donc, lui, pas grand-chose dans ses poches, mais alors, ses parents, sa marraine, et avec le peu qu'il a lui, ils achètent la chocolaterie. Galère est né en 76. L'entreprise se développe. 1990, c'est des années fastes pour Galère. Il est nommé manager de l'année. Galère a aussi un ADN particulier de créativité. Peut-être que vous êtes nombreux à apprécier aujourd'hui le chocolat à 70% et 80% de cacao. Dans les années 90, début des années 90, ça n'existait pas. Galère lance ce chocolat-là en 93. Après ça, Galère aussi développe tout ce qui est accord, vin, mais il se fait connaître là-dedans. Voilà, il y a encore plein de choses à dire. En 2001, il y a un jeune homme qui arrive. Je n'ai pas trouvé de photo de lui qui corresponde exactement à l'âge qu'il avait à ce moment-là. Il paraît qu'il était plus beau. Je ne sais pas. Et donc Salvatore débarque. Quelques années plus tôt, Jean Galère avait voulu se lancer à l'international. Il avait développé pour ça une entreprise, Galère International, pour démarrer donc la commercialisation à l'international des chocolats. Ça ne marche pas. Galère International ne fonctionne pas et fait des pertes. Et donc, Salvatore rachète Galère International et en prend la tête. Et développe l'entreprise qui très rapidement fonctionne très très bien, en vendant du chocolat en France, au Moyen-Orient et au Japon. Oui. Principalement ça. Voilà. Et puis, 2006, Salvatore rejoint le groupe, c'est-à-dire que la filiale est réintégrée dans le Galère International est réintégré dans le groupe Galère. Salvatore devient donc actionnaire et bientôt aussi CEO de l'entreprise. L'entreprise est florissante. 2011, Salvatore revend ses parts. J'ai l'impression que tu as un peu fait le tour de la question, que tu as envie d'autre chose. Il y a probablement d'autres choses qui se sont passées aussi, mais tu décides petit à petit de quitter l'entreprise. Parce que aussi tu as un projet un peu, un rêve d'enfant. Et ce rêve d'enfant, c'est de partir faire le tour du monde sur son voilier. Et donc pendant 3 ans et demi, tu vas partir en famille parfois seul, avec ton voilier, ton sac à dos, pour barouder autour de la planète. Et là, c'est un voyage vraiment existentiel, je suppose que tu vas nous en reparler. Au retour de 2016 du voyage, tu deviens mentor pour Venture Lab à Liège, donc une pépinière de start-up, pour aider les jeunes entrepreneurs à lancer leur entreprise, avec cet idéal que tu as découvert au fil de la mer sur ton bateau. Et en 2019, Galère de son côté ne va pas bien. Les Qataris, Jean Galère s'est retiré aussi, les Qataris sont actionnaires à 100% de l'entreprise et font des pertes. Je crois que c'est 2 millions de pertes à ce moment-là en 2018. Et donc en 2019, il demande à Salvatore de revenir dans l'entreprise et d'en reprendre la direction. Salvatore met 3 conditions. 1, un réinvestissement en hauteur de 10 millions. Pas de problème. 2, 25% de l'actionnariat doit redevenir belge. Quand Salvatore dit belge, c'est liégeois. 3, c'est carte blanche. Tiens, ça me fait penser à Zobris tout à l'heure. Il avait une idée bien en tête et bien dans le cœur, et c'est ce dont il va nous parler maintenant. Salvatore, merci.
de cerveau, ben, c'est bien vrai, vous voyez, j'ai besoin de Vanessa pour... Sauf que ça marche. Ah, ouais. Bien. Donc moi, je vais essayer de passer de la théorie à la pratique. Mais avant tout, je voudrais faire 3 préalables. Premier préalable, c'est que, vous allez voir, je parle avec beaucoup de conviction, avec beaucoup de motivation, mais je veux vous dire que je n'ai pas personnellement, et chez Galère, nous ne pensons pas que nous disposons du monopole du savoir. Même si on dit les choses avec conviction, on sait que nous sommes dans un modèle qui doit évoluer et on est prêt à écouter toutes les remarques et les recommandations des uns des autres. Deuxièmement, je vais vous parler d'un modèle d'entreprise et d'un modèle de gouvernance qui va vous donner l'impression qu'on est dans le paradis. Alors c'est vrai qu'on essaye d'y converger, mais je peux vous dire qu'on a encore 1001 choses à faire pour que cette organisation soit un paradis. Aujourd'hui, tous les jours, on a des choses à faire et à améliorer. Et puis, troisièmement, on m'a demandé de vous parler du modèle de gouvernance. Mais je ne peux pas vous parler du modèle de gouvernance sans vous parler du modèle d'entreprise. Parce qu'une entreprise ne peut pas rentrer dans un modèle de gouvernance collaborative sans avoir réinventé son rapport à la vie. Donc, je vais vous parler, et son rapport au monde. Donc je vais vous parler d'un nouveau modèle d'entreprise dans lequel est venu s'intégrer ce modèle de gouvernance. Alors, juste quelques mots sur la chocolaterie Galère, pour ceux qui ne connaissent pas tout à fait. Donc on est 170 collaborateurs, on fait 32 millions d'euros de chiffre d'affaires, 1750 tonnes, on a presque 50 ans de vie aujourd'hui, et puis on est liégeois et on est fiers de l'être. Et on est fiers aussi d'être belges, européens et habitants de la planète Terre. Alors, le projet Galère, on vient un peu de l'introduire, c'est d'abord le projet d'un homme qui va devenir le projet d'une équipe et qui aujourd'hui est devenu celui d'une entreprise. Mais quand je dis une entreprise, encore faut-il la définir. Parce que je crois que c'est le projet des 160 personnes. Et aujourd'hui, on a intégré une sorte de coach interne qui est allé interviewer pas mal de personnes à l'atelier et dans les bureaux et qui m'a dit « mais c'est incroyable comme toutes les personnes sont engagées chez Galère, positivement, etc. » Donc, à ce niveau-là, le projet est devenu le projet d'une entreprise. Vous dire que nous avons déjà embordé tous les actionnaires et le conseil d'administration de l'entreprise, ce serait vous mentir. Là, il y a encore un grand défi. Et c'est parce que je suis arrivé à un momentum, j'y reviendrai, qui m'a permis quelque part de fixer des conditions, qu'aujourd'hui encore, on peut, bien que le board ne soit pas à 100% embordé dans notre projet, nous pouvons quand même continuer dans ce projet. Alors, la base de la base, le constat, c'est qu'on est convaincu chez Galère que l'humanité est à un momentum clé de son existence. Et donc, elle peut, mais mieux, elle doit changer son mode de fonctionnement, et que l'entreprise, en tant qu'acteur sociétal, lui aussi peut devenir un acteur de changement. Donc c'est vraiment ça la motivation. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous expliquer pourquoi nous sommes à un momentum clé de notre existence. Je suis sûr et certain que chacun et chacune ici présent en est conscient. Alors, à la base de la base, notre modèle, c'est un grand non-rapport de force et un grand oui à la convergence d'intérêts. Ça paraît simple dit comme cela. En fait, c'est très complexe. D'abord, nous sommes entourés par des gens qui fonctionnent dans le rapport de force. Vous fonctionnez dans le rapport de force. Je fonctionne dans le rapport de force. Nous sommes conditionnés de fonctionner dans le rapport de force. Qu'est-ce que c'est que la loi de l'offre et la demande? Ça veut dire que moi, offreur, je vais vendre le plus possible, le plus cher possible.
Et l'autre demandeur, il veut acheter le plus possible, le moins cher possible. Rapport de force. Tout notre système de fonctionnement d'humanité est basé sur le rapport de force. Et à quel moment j'ai pris conscience de cela? C'est pendant mon voyage. En tant que voileux, j'utilise les courants, j'utilise les vagues et le vent. Et donc, je me mets en convergence d'intérêt avec les éléments de la nature pour avancer. Et en face de moi, à des moments où il y avait des tempêtes énormes, j'avais des cargos qui allaient contre le vent, contre les vagues. Et je m'étais dit à l'époque, c'est incroyable comme nous, Homo sapiens, on est capable de définir, de développer des modèles qui sont en rapport de force. Et puis une fois que je suis arrivé chez Galère et qu'on a réfléchi au modèle, on a créé un petit think tank interne, sans prétention, et on a réfléchi à cela. Et la conviction profonde était que c'était dû au néolibéralisme. Donc à ce cher monsieur Friedman, prix Nobel 76, à madame Thatcher et monsieur Reagan qui a mis en force toutes les réflexions néolibérales, et on s'est dit, ben oui, le rapport de force n'est que la résultante de ce mode de pensée. Et puis à bien y réfléchir, on s'est rendu compte qu'en fait, le néolibéralisme n'était que l'expression la plus ultime de quelque chose de beaucoup plus important. Et pour ça, il faut aller dans l'histoire de notre histoire, celle de Homo sapiens. Lorsque nous sommes passés de la quadripédie à la bipédie, pourquoi l'avons-nous fait? Parce que toute chose restant égale, nous consommions moins d'énergie pour faire la même distance. Donc on conservait l'énergie, on captait, on maîtrisait l'énergie. Lorsqu'Homo sapiens est apparu il y a 400 000 ans et qu'il allait chasser mammouth, il s'est bien rendu compte que c'était compliqué pour lui. Il a inventé le javelot. Mais qu'est-ce que c'est le javelot? C'est capter et maîtriser l'énergie. Et lorsqu'il y a 10 000 ans, nous nous sommes sédentarisés et on a commencé à travailler la terre, on s'est rendu compte que c'était compliqué. Alors comment est-ce qu'on a capté et maîtrisé l'énergie? On a mis les animaux en esclavage. Et puis, et ainsi de suite. En fait, Homo sapiens est celui qui a su mieux que quiconque capter et maîtriser l'énergie. Et parce qu'il a su mieux que quiconque capter et maîtriser l'énergie, il a pu se mettre en permanence en rapport de force avec la vie sur Terre, et il a chaque fois gagné. C'est un modèle gagnant. C'est notre mode de fonctionnement. Or, si aujourd'hui on arrive à un momentum où l'humanité doit se remettre en question si elle veut assurer sa pérennité, c'est parce que nous nous sommes mis en rapport de force in fine avec la vie. Donc pour nous, la base de la base, c'est non rapport de force et oui à la convergence d'intérêts. Mais quand vous réfléchissez, si on est plus concret d'un point de vue modèle de gouvernance, le rapport de force, qu'est-ce que c'est? C'est la méfiance, c'est le contrôle négatif. La convergence d'intérêts, c'est la confiance. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de contrôle, il y a du contrôle positif. Chez nous, il n'y a pas de contrôleur de gestion, il y a ce qu'on appelle des business supports. On parle de cercle vertueux quali-quanti, c'est-à-dire, a priori, je prends des décisions qualitatives, on les mesure a posteriori, et la mesure, le contrôle de cette mesure sert à alimenter celui qui prend les décisions et qui améliore sa prise de décision. C'est un cercle vertueux. Donc, vous voyez que, tout à l'heure, Pierre parlait de confiance. On ne peut pas mettre un système en place basé sur la confiance quand on est dans le rapport de force. C'est impossible. Puisque, par définition, j'essaye d'avoir le maximum pour moi, ou c'est l'autre qui essaye d'avoir le maximum pour lui, et c'est un mode de fonctionnement qui est accepté. C'est une règle qui est acceptée. Comment pouvons-nous avoir confiance? Donc, ça, c'est la base de la base. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est ce qu'on essaye de développer avec toutes les parties prenantes de l'entreprise. Et franchement, c'est compliqué, parce que comme tout le monde fonctionne dans le rapport de force, c'est vraiment compliqué. Je vais vous donner un exemple. En 2023, on a une énorme inflation. Et nous, on travaille avec des ateliers protégés. Donc des ateliers qui font travailler des personnes porteuses de handicap pour surconditionner les produits. Et il y avait 2 ateliers protégés qui viennent me trouver pour négocier une augmentation de prix. Comme à la base, je suis financier, j'ai pris donc les bilans à la BNB, j'ai analysé leurs bilans, je me suis bien rendu compte que
dans leur structure de coûts, ils avaient 80% de frais salariaux, puisqu'il y avait un index de 10%, s'ils n'augmentaient pas de 8% leur prix, ils ne pouvaient pas conserver leur viabilité. Donc je savais qu'ils allaient me demander 8% d'augmentation de prix. Il y en a un qui arrive et qui me dit, écoute Salvatore, vu les circonstances, je dois augmenter de 8%. La négociation a pris 1 seconde, parce que je savais que c'était la vérité. Alors qu'on pesait lourd chez lui, on aurait pu le mettre sous stress. Mais pourquoi? Puisque de toute façon, c'est la vérité. Si on envisage le long terme. Le deuxième est arrivé, m'a dit la même chose, mais il augmentait de 14%. En fait, ce qu'il essayait de faire, c'est d'augmenter sa profitabilité en utilisant comme excuse l'inflation. Eh bien, il est sorti avec 4%. Et je lui ai dit, sincèrement, j'étais transparent, je lui ai dit, tu sais pourquoi tu as 4% et pas 8%? Parce que tu es rentré dans le rapport de force, et nous, on essaye d'être dans la convergence d'intérêts, et puis toi, tu présentes des choses en rapport de force. Alors, s'il te plaît, prends ceci comme une learning curve, comme une courbe d'apprentissage. La prochaine fois, viens avec les chiffres, et crois-moi, la négociation prendra 1 seconde. Mais c'est comme ça avec tout le monde. Et donc, être en convergence d'intérêts, c'est un vrai défi. Et croyez-moi, j'excelle au rapport de force. Donc c'est un gros défi pour moi de rester dans la convergence d'intérêts. Nous nous sommes dotés d'une raison d'être. Tout à l'heure, Pierre parlait d'une raison d'être. Notre raison d'être est d'incarner dans le monde du chocolat une approche entrepreneuriale basée sur la convergence d'intérêts pour bâtir un monde plus équitable et plus durable. Tous les mots sont importants. Il y a un mot dedans, entrepreneurial. Et on parle d'entrepreneur ou on parle d'intrapreneur. Et vous verrez que notre modèle de gouvernance est pour justement développer des intrapreneurs au sein de l'entreprise. Dit autrement, notre modèle, c'est de passer du simple P de profit aux 4 P, People, Planet, Profit et Purpose, notre raison d'être que je viens de vous citer. Je voudrais à ce niveau-là être clair. Notre modèle n'est pas de diaboliser le profit. Une entreprise qui ne gagne pas de l'argent, elle meurt. C'est aussi simple que cela. Dit autrement, on ne peut pas partager si on n'a rien à partager. Donc le P de profit est important. Notre modèle, c'est une remise en question de la manière de partager ce profit. Pas dans le fait de générer du profit. Je pourrais aller un peu plus dans le détail et avoir un œil critique sur la manière dont notre société a fonctionné entre ceux qui disent qu'ils font de l'argent et ceux qui disent qu'ils sont dans le social. Mais je n'ai pas le temps parce que sinon on ne va pas aller dans le concret du modèle. Mais là aussi, on a créé un monde dichotomique avec 2 univers et un rapport de force, alors que l'un justifie l'existence de l'autre et vice-versa. Ici, le modèle dont moi je vous parle, c'est une société où le social et le fait d'assurer la pérennité financière de ce social ne forment qu'un. Il n'y a pas de 2 mondes séparés. Et puis, enfin, pour résumer notre modèle, nous avons une énorme conviction, c'est qu'il n'y aura pas de justice pour la planète sans une justice sociale. Et ça, à 2 niveaux. Au niveau des pays riches, chez nous, entre les plus riches et les moins riches, faites le compte si vous voulez décarboner votre maison, ou vos parents, pour les plus jeunes. Vous allez voir que sans mettre de l'argent sur la table, c'est impossible. Donc, pour être un citoyen responsable par rapport, par exemple, au réchauffement climatique, il faut mettre de l'argent sur la table. Tout le monde ne sait pas le faire. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont difficile de finir les fins de mois. Et puis, entre les pays riches et les pays pauvres, est-ce que vous savez combien nous émettons de gaz de CO2 en moyenne en Belgique par citoyen, aux citoyennes? 10 tonnes. Est-ce que vous savez la quantité qu'il faut au niveau mondial pour que le monde soit durable à ce niveau-là? 2 tonnes, 2 tonnes et demie. Est-ce que vous savez combien un Tanzanien émet par an? 400 kilos. Ce qui veut dire que nous, Belges, nous devrions accepter de diminuer par 4 nos émissions, quand au même moment, par équité, le Tanzanien pourrait les augmenter par 6. Jusqu'à aujourd'hui, Homo sapiens n'a jamais fait preuve de beaucoup de solidarité.
Donc vous voyez que c'est un vrai défi. Donc tout ce que nous on va faire, tout ce qu'on va faire dans notre modèle et dans nos actions, c'est de répondre à cette équation. Pas de justice pour la planète sans justice sociale, et vous allez voir. Enfin, si je prends le P de profit, je ne peux pas ne pas rentrer dans l'évolution de ce que nous avons vécu, parce que sinon, c'est compliqué de comprendre les grands défis qu'on a eus par rapport à notre modèle de gouvernance. Donc, je me situe en 2018. Pierre a été gentil quand il a dit l'entreprise perdait 2 millions, l'entreprise était en faillite virtuelle. Mon premier rendez-vous en rentrant dans la chocolaterie Galère, c'était avec le juge du tribunal de commerce. Donc nous avons relevé, l'équipe et moi, nous avons relevé en 2019 l'entreprise, et dans le cadre des 3 conditions que Pierre a expliquées et qu'on a pu mettre en œuvre. Mais qu'est-ce qui s'est passé derrière? On a vécu une instabilité systémique incroyable. 2020, 2021, 2020, 2021, 2022, 2023. Donc de 2020 à 2022, le Covid, mais au-delà de cela, Galère a été totalement détruit, 100% détruit. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça a été un défi incroyable pour les 160 personnes de la chocolaterie. On a réussi à sortir de la vivant, et puis on est rentré en 2023, une inflation incroyable, et quand on sort de 2023 et qu'on est sorti de cette instabilité, spécifiquement dans l'industrie du chocolat, la fève explose de 400%. Et donc il faut se réinventer au niveau de tout l'outil de production, la supply chain, etc., pour pouvoir absorber cela. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que nous avons mis en œuvre le modèle dont on va parler, le modèle de gouvernance, mais le modèle d'entreprise, dans ce contexte. Ça a été très dur, parce que justement, les actionnaires étant les actionnaires et les administrateurs étant les administrateurs, ils ont un regard qui est beaucoup plus paix de profit, beaucoup plus risque financier, et donc ça a été un vrai bras de fer par moment pour pouvoir maintenir notre modèle. Heureusement, on a réussi à le faire. Et je crois qu'en 2025, on va pouvoir renouer avec une pérennité financière qui va faire que l'actionnaire, qu'il accepte ou pas notre modèle, sera aligné avec nos décisions. Donc, tout ça pour vous dire que ce ne fut pas facile, parce que, évidemment, mettre en place un nouveau modèle d'entreprise et une nouvelle gouvernance quand on gagne de l'argent, c'est vachement plus facile que quand on est en survie. Alors, juste une chose avant de passer au modèle de gouvernance, qu'est-ce qu'on a fait en termes de people et de planète? Chez Galère, notre conviction, c'est que la pensée n'a de sens que si elle supporte l'action. Donc, on a fait des choses. On a amélioré les revenus. D'abord, on est devenu Fairtrade, 100% Fairtrade. On est allé trouver Fairtrade et on leur a dit, voulez-vous un partenaire dans le chocolat avec une taille significative en Belgique? Ils ont dit OK. En contrepartie, ils nous ont aidés à négocier avec la grande distribution et nous sommes devenus Fairtrade à 100% et on a influencé main dans la main avec eux un pivot sur le secteur du chocolat. Aujourd'hui, la plupart des chocolatiers sont Fairtrade ou en tout cas sont intégrés dans des projets à caractère social. Nous avons augmenté les revenus de 12% de nos cacaoculteurs. Et ça, c'était l'année dernière. Aujourd'hui, ils sont tous au living income. Donc le niveau de vie descend. Alors, pourquoi? Parce que d'une part, grâce à nos actions, et puis aussi l'augmentation du prix du chocolat a eu des effets positifs. Et l'effet des deux, 100% de nos cacaoculteurs aujourd'hui ont un niveau de vie décente, en tout cas un salaire permettant d'avoir une vie décente. Alors, on a aussi participé au financement de la coopérative chaque année entre 140 et 180 000 euros, en plus d'acheter le chocolat plus cher. Et donc, on a investi dans des hôpitaux, dans des écoles, là où nos cacaoculteurs vivent. Et on a tout ça au travers d'une relation stratégique, partenariale, avec une coopérative qui s'appelle Yeyaso, et qui signifie en langage local village d'espoir.
Et puis au niveau de la planète, on a avec eux, puisque je vous disais, pas de justice pour la planète, c'est une justice sociale, on a mis des projets en place de reforestation, on a développé le métier de pépiniériste en partenariat avec l'université chez eux, on a replanté 67 000 arbres, on a diminué notre empreinte environnementale de 18% aujourd'hui, notre objectif est de 25%. Nous avons mis un programme en place pour diminuer nos émissions carbone. Cette année, nous avons diminué de 58 tonnes et dans les 3 ans, et c'est mécanique, ce sera 250 tonnes par an. Voilà tout ce qu'on a fait, mais on n'a pas fait que ça. Nous avons voulu devenir un modèle de gouvernance collaborative. Alors, d'abord, le nom, parce que pour moi, c'est important de donner des noms. Notre modèle s'appelle Libertalia. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Libertalia? Certains disent que ce fut un mythe, d'autres disent que ça a existé dans l'histoire. Alors, Libertalia, c'est l'histoire d'un jeune noble dans le sud de la France qui décide de quitter sa vie confortable et de partir dans les Caraïbes. En parallèle, à Rome, un prêtre décide de quitter l'église et lui aussi d'aller faire sa vie aux Caraïbes. Ils se rencontrent, deviennent amis et ils vont devenir pirates. Mais alors, un système complètement libertaire où on partage les gains, où on a une liberté totale sur les bateaux. Et évidemment, ils vont drainer vers eux les esclaves en fuite, les Indiens en fuite aussi, des Espagnols, etc. Et donc d'un bateau, ils vont passer à 2 bateaux, 3 bateaux. Et puis ils vont traverser l'Atlantique, ils vont enrouler le Cap et ils vont aller fonder une société libertaire qui va s'appeler Libertalia au nord de Madagascar. Ils vont survivre une trentaine d'années et puis ils vont être attrapés par le système et les Anglais vont détruire Libertalia. Et donc pour nous, c'est important, nous avons appelé notre modèle Libertalia parce qu'il y a la mer, il y a les bateaux, parce qu'il y a le côté un peu pirate et parfois dans la vie il faut un peu se faufiler et puis il y a cette notion d'égalité, d'équivalence, de partage, de respect de l'autre, de respect de la religion, de respect de la sexualité, de respect de tout. Et donc voilà pourquoi ça s'appelle Libertalia. Je trouve que c'est important parce que ce sont des symboles, les noms, mais ça traduit beaucoup d'énergie. Alors, on va commencer par ce que n'est pas notre modèle collaboratif. Ce n'est pas un nouveau jeu que j'ai voulu mettre en place pour me faire plaisir. Du tout. C'est pas non plus on fait ce qu'on veut. C'est donc pas l'anarchie. C'est pas du pyramidal déguisé où on change les noms, mais fondamentalement c'est du pyramidal. C'est pas non plus des luttes intestines et ce n'est pas de la réunionite aiguë. En fait, théoriquement, après il y a des choses qui doivent s'améliorer, on le verra tout à l'heure. Théoriquement, avec 5% de la masse salariale traduite en heures de réunion, on peut gérer toute l'entreprise. Donc ça, c'est ce que ce n'est pas. Alors, qu'est-ce que c'est que le modèle collaboratif? C'est d'abord le respect de l'adulte. Est-ce que vous vous rendez compte? Vous gérez vos vies. Alors, que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple, que vous ayez des enfants, vous devez gérer vos vies. C'est une entreprise incroyable. Imaginez même simplement le simple fait d'avoir des invités qui viennent faire la fête le samedi. Il faut avoir son frigo qui est rempli, il fallait dû gérer les stocks, etc., etc. Et puis une fois qu'on arrive dans l'entreprise, on ne sait plus rien. Donc la première chose, pourquoi dans sa vie privée on est capable de gérer tout cela et pourquoi dans l'entreprise on ne pourrait pas savoir gérer aussi l'ensemble de ses responsabilités. Et donc c'est la base de la base. Donc notre système de gouvernance, c'est de redistribuer le pouvoir au sein de l'entreprise, le pouvoir décisionnel. Bien sûr, il est basé sur la confiance et sur la convergence d'intérêts. Tout à l'heure, Vanessa et moi, on a eu des discussions sur des sujets
où je posais des questions, je la challengeais un peu, mais il n'y avait pas de manque de confiance. C'était juste une discussion ouverte par rapport à des défis de l'entreprise. C'est amener un système simplifié, agile. Et là, je voudrais dire que je suis convaincu que si on est sorti de la crise, des crises de 3 ans de survie que nous avons eues, c'est probablement parce qu'on a ce modèle-là. C'est plus de liberté, mais aussi plus de responsabilité. Ça, c'est fondamental. D'abord, première chose, moi, je n'aime pas le nom entreprise libérée. Nous ne sommes pas libres. Vous savez pourquoi? Parce que si vous ne mangez pas et vous ne buvez pas, vous mourrez. C'est une question de temps. La vie, c'est une équation sous contrainte. Donc, on ne peut pas parler de liberté dans l'absolu. On a de la liberté sous contrainte. Ce sont les règles de fonctionnement. Donc, c'est plus de liberté, mais plus de responsabilité. Et ça, c'est un vrai défi dans notre modèle. C'est Alors, la transparence, elle est la base de la base. Comment voulez-vous avoir confiance si on n'est pas transparent? C'est impossible, mais c'est une transparence qui ne peut pas être à sens unique. Tout le monde, c'est une transparence qui est multi-réalité. Les collègues entre eux, moi vis-à-vis des collègues, les collègues vis-à-vis de moi, on a le droit à l'erreur. Donc on peut être transparent, on a le droit à l'erreur. On ne peut pas répéter 18 fois la même erreur, évidemment, ça veut dire que là, on a un souci. Mais on a le droit à faire une erreur. Sinon, comment voulez-vous avoir le droit à l'initiative si on ne peut pas avoir le droit à l'erreur? Alors, il y a un point qui est, pour moi, je reviendrai sur le consentement, qui est vraiment important. C'est le curseur où on met l'intérêt collectif et son intérêt individuel. Tout le monde a le droit à son individualité et à sa spécificité. Et en même temps, nous avons des responsabilités collectives. Vous avez déjà pris 2 aimants, vous les mettez à une certaine distance, ils se rapprochent, ils s'attirent. Vous les écartez, ils continuent à s'attirer. Et puis à un moment donné, c'est fini, ils ne s'attirent plus. Donc, c'est exactement la vision que j'ai, c'est la plus belle manière que j'ai pour traduire ce que j'ai en tête. On a le droit à son individualité, mais il faut que cette vision individuelle ne soit pas trop éloignée par rapport au collectif. Et d'ailleurs, il faut qu'il y ait ces individualités. Sinon, comment voulez-vous que le modèle évolue? Comment voulez-vous qu'on se remette en question? Donc, c'est important que l'entreprise accepte cela. Et enfin, on va parler de consentement. Est-ce que vous savez la différence qu'il y a entre le consentement et le consensus? Le consensus, c'est tout le monde est d'accord. C'est-à-dire, on tourne avec le sujet jusqu'à ce que tout le monde est d'accord. Une entreprise ne peut pas vivre sur le consensus. Ce n'est pas possible, on doit être agile, on doit prendre des décisions rapides, on doit s'adapter. Donc nous avons adopté le consentement. Le consentement, c'est la majorité simple débattue. Nous sommes 6, il y a 4 qui votent pour oui, 2 non. On demande à ceux qui ont dit non, ok, d'abord pouvez-vous dormir tranquille avec la décision? Il y en a un qui dit oui, il y en a un qui dit non. Celui qui a dit non, on lui pose la deuxième question. Est-ce que tu peux déposer tes arguments raisonnables? Il pose ses arguments raisonnables, on revote, c'est la décision d'entreprise. Donc c'est ça le consentement. On va voir comment et où on prend des décisions sur base du consentement. La culture chez Galère et son système de valeurs. Évidemment, avec tout ce que je viens de vous raconter, le sens des responsabilités, c'est une valeur. La transparence, comment mettre en place un système collaboratif sans transparence. Le respect, on va voir pourquoi. Tout à l'heure, Pierre parlait de non-violence. Mais c'est clé. C'est clé parce que quand il va falloir faire des feedbacks négatifs, il va falloir pouvoir gérer ses égos, mais aussi respecter la personne à qui on parle. Donc il va falloir faire de la communication non violente. C'est un vrai défi de notre société. Je parle de la société avec un grand S. Être engagé et la bienveillance. Je voudrais juste, pour ceux qui... Est-ce que tout le monde connaît la définition de la culture au sens sociologique du terme? L'héritage social? Parce que pour moi c'est important. Quand on a compris cela, on ne peut plus jamais de sa vie être raciste. C'est impossible.
Donc, la culture ou l'héritage social, c'est l'équation. C'est une équation où il y a des paramètres qui définissent le mode de fonctionnement d'un groupe social. D'un groupe, par exemple, le personnel de chez Galère, ou les Liégeois, ou les Belges, en général, ou les Européens, etc. En fait, les paramètres sont les mêmes, cette équation elle est la même pour tous les groupes sociaux. Sauf que la manière dont le paramètre se réalise est différente. C'est-à-dire, un paramètre, par exemple, c'est les sanctions positives et négatives. Positive, la récompense, négative, la punition. Chaque groupe a sa manière de récompenser et sa manière de punir, mais ça existe. La notion de sanction positive et négative est vraie dans tous les groupes. La manière de se dire bonjour, les symboles, les mythes, les valeurs et la socialisation. Nous, on est issus du siècle des Lumières. Comment on se socialise dans notre société, c'est avec les diplômes. Mais les guerriers Sioux, on mettait les ongles d'aigle dans leur poitrine, on les suspendait jusqu'à ce que la chair éclate. S'il résistait, il était guerrier Sioux. C'était ça, l'épreuve de socialisation. Et donc, pour moi, c'est très important de bien comprendre la culture, parce qu'une fois qu'on a compris la culture ou l'héritage social, on ne peut plus jamais être raciste dans sa vie. Voilà, donc chez Galère, nos valeurs sont celles-là. Alors, maintenant, si on va dans le détail. Voilà 5 paramètres. Le système organisationnel, le système décisionnel, le mode décisionnel, le lien de cohérence, on va en parler, et puis d'un système hiérarchique vertical à un système circulaire. Le système organisationnel, c'est qui répond à la question suivante. Quels sont les métiers de la chocolaterie? Eh bien, qu'on soit dans un système collaboratif ou qu'on soit dans un système pyramidal, ça ne change pas. Notre métier est notre métier et ces étapes-là existent. Après, on va les gérer différemment, mais toutes ces étapes existent. Donc, le mode de gouvernance n'influence pas le système organisationnel. En tout cas, n'influence pas le métier en lui-même. Le système décisionnel, c'est où allons-nous prendre des décisions. Nous avons un modèle de gouvernance qui est fortement inspiré de l'holacratie. Hola, le cercle, cratie, le pouvoir. Donc nous avons défini des cercles. Il y a 2 types de cercles. Les cercles permanents, qui, eux, adressent le business as usual de l'entreprise. Donc, vraiment, le métier. Qui siège dans un cercle permanent? Les gens qui sont liés à le domaine sur lequel porte le cercle. Donc, par exemple, si je prends la ligne de production ACOS, le cercle ACOS, ben c'est les opérateurs de la ligne. Si je prends le cercle commercial de la grande distribution en Belgique, ce sont les commerciaux, etc. Donc, on a des cercles permanents, et puis on a aussi un deuxième type de cercle, qu'on appelle cercle d'évolution, qui adresse quoi? Des points d'évolution. Qui siège dans un cercle d'évolution? Alors, ce cercle d'évolution est un cercle temporaire. Le cercle permanent, ben, par définition, le business, il doit tourner tous les jours, donc ils sont permanents, ces cercles, et puis le cercle d'évolution, il est temporaire, le temps qu'on ait adressé le point d'évolution, et puis il disparaît, puisque la manière dont on l'a adressé devient business as usual. Je m'explique. C'est par exemple, nous avons la volonté de devenir une entreprise inclusive. Donc, une vraie entreprise inclusive, pour du vrai. Eh bien, peuvent siéger dans le cercle des ouvriers qui ont un filleul, un neveu, une nièce, un enfant porteuse d'un certain handicap. Il y avait une employée qui était à la facturation, mais elle avait étudié assistance sociale, ben, elle siégeait. Donc là, on ne siège pas dans un cercle d'évolution en fonction de son rôle dans l'organisation, on siège en fonction de la valeur ajoutée qu'on peut apporter par rapport au point d'évolution. Imaginons que demain, on veuille créer un petit cercle d'évolution sur la création d'un hymne musical pour Galère. Eh bien, je connais un membre de l'équipe de maintenance à l'atelier, c'est un super guitariste, probablement il fera partie de ce cercle-là. Aujourd'hui, on a un cercle d'évolution très important au sein de l'entreprise qui est un cercle d'évolution concernant l'intelligence artificielle.
On veut devenir la PME qui utilise le mieux, le plus loin l'intelligence artificielle, mais sous contrainte d'une charte éthique. Notre objectif, c'est que l'intelligence artificielle amène plus d'efficience et plus de bien-être. Et donc, ce cercle est animé, par exemple, par Claire, qui est ici présent. Alors, qu'on soit dans un cercle permanent ou un cercle d'évolution, il y a toujours un animateur et une personne qui s'occupe de gérer le temps. L'animateur veille à ce qu'il y ait un ordre du jour. C'est comme ça que nous, on a organisé notre... et aussi, il y a toujours une chaise libre. Donc, au cercle de pilotage, il y a une chaise libre. Tout le monde pourrait y aller. Alors, on a des cercles qui adressent des problématiques court terme. Vous allez voir que c'est une grande spécificité par rapport à tous les autres modèles. Nous avons une distinction de temporalité. Il y a des cercles qui adressent des problématiques court terme. Par exemple, le cercle ACOS de la ligne ACOS adresse des problématiques opérationnelles de la ligne. Il y a des cercles qui adressent du moyen terme, du tactique, et des cercles qui adressent du stratégique, du long terme. Il y a 3 types de rôles chez Galère. Soit on est un expert, et on a le court terme sur ses épaules, soit on est un coordinateur, et on a le moyen terme sur ses épaules, soit on est un copilote, et on a du long terme sur ses épaules. Le lien entre ces temporalités n'est pas un lien hiérarchique, mais un lien de cohérence. Je vous donne un exemple, c'est l'exemple que je donne chaque fois qu'on engage des nouvelles personnes. On l'a baptisé, il s'appelle Liège-Barcelone. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà été à Barcelone en voiture en partant de Liège? Non? Bon, pas grave. On y va. Le copilote, celui qui a la responsabilité long terme, considère qu'on est à Liège et qu'on doit aller à Barcelone. On part. On arrive à Nancy, et là, grâce aux réseaux sociaux, etc., on sait que sur la rocade à Lyon, une usine a explosé et pendant 8 mois, on ne pourra plus passer. On va se dérouter sur Saint-Étienne et on va aller rechercher l'autoroute du Soleil après Lyon. Ça, c'est le tactique. On arrive à la frontière espagnole. Alors pour ceux, moi je suis marin, donc les vents et tout ça, j'aime bien. Donc quand vous avez une dépression qui est très sud sur le golfe de Gascogne, vous avez des vents qui passent, qui longent les Pyrénées, qu'on appelle la tramontane. Et donc parfois il y a des grandes tempêtes à la frontière France-Espagne. Justement, ce jour-là, il y a une énorme tempête, il pleut, il y a des éclairs, etc. Celui qui conduit la voiture, il va mettre des essuie-glaces, il va ralentir, il va mettre ses phares, etc. Grâce à cela, on ne va pas tomber dans le ravin, on ne va pas avoir un accident, et on va arriver à Barcelone. Pourquoi sommes-nous arrivés à Barcelone? Parce qu'il y a eu cohérence entre la vision à long terme, la vision à moyen terme, et l'opérationnalité. Il n'y a pas un qui est plus important que l'autre. Et ça, c'est la base de la base. Donc, pour nous, tout à l'heure on parlait d'équivalence, etc. Ça veut dire que nous avons des rôles qui peuvent être différents, mais ce qui est sûr et certain chez Galère, c'est que le lien entre ces différents rôles, c'est un lien de cohérence et pas un lien hiérarchique. Donc tout ça, j'ai expliqué. Le mode décisionnel, je vous l'ai expliqué, c'est le consentement. Donc c'est la démocratie débattue. Ça, c'est ce que je viens de vous dire. C'est le lien de cohérence entre les différents horizons temporels. Et bref, si on résume notre modèle, et puis après je vous montrerai comment on l'a décrit d'un point de vue imagé. On passe du pyramidal à une notion circulaire où il y a des experts court terme, des coordinateurs moyen terme, des copilotes avec notre raison d'être au centre. Et si on veut résumer notre modèle de manière graphique, voilà ce que nous on a imaginé. Vous avez la raison d'être au centre. Donc je vous rappelle, incarner dans le monde du chocolat une approche entrepreneuriale basée sur la convergence d'intérêts pour bâtir un monde équitable et durable. Vous avez les 3 P, Profit, Planet, People.
Vous avez le système organisationnel, décisionnel, ce sont les cercles. Le processus décisionnel, c'est le consentement. Le système qui est circulaire et non vertical, et le lien de cohérence entre les temporalités. Et tout cela, au travers des 5 grandes valeurs, la transparence, le sens des responsabilités, le respect, la bienveillance et l'engagement. Tout le monde chez Galère participe au processus décisionnel de l'entreprise, puisque tout le monde est au moins dans un cercle permanent. Tout le monde. Et vous savez quoi, ce qui est terrible? Le seul cercle où il n'y a pas de chaise libre, c'est celui qui est géré par la loi, c'est le comité d'entreprise avec les syndicats. C'est le seul où personne ne peut venir siéger, sauf les syndicats et la direction. C'est ça qui est dingue. Alors, je vais passer ceci parce que je voudrais vous parler des enjeux que nous avons aujourd'hui. Car, je vous ai dit, on avance, il y a des points améliorés et il y a des points qui sont grandement améliorés. Le premier point, c'est que le résultat de la crise qu'on a vécue, c'est que je suis convaincu qu'un système collaboratif requiert quand même du leadership. Et vous savez pourquoi? Parce que nous n'avons pas tous le même rapport au risque. Parce que quand on a besoin de sécurité, on a besoin de s'entendre qu'on va y arriver, qu'on va y passer, qu'on va réussir, et que même si on pense qu'on a une petite probabilité, on va pouvoir le faire. Et donc, pour moi, ce que j'essaie de développer au sein de l'entreprise, c'est un système où on a une non-aversion au risque, à ne pas confondre avec la conscience. La non-aversion au risque, c'est le fait de ne pas avoir peur du risque, mais de le mesurer. Et donc, quand on a beaucoup de risques, bien évidemment, on met le paquet pour pouvoir y passer. D'ailleurs, je vous avoue, je dis ça sans aucune prétention. La partie où j'ai navigué seul, je suis parti au Cap Horn, en solitaire. Je peux vous assurer que j'ai rencontré des inconscients, et soit ils n'y sont jamais arrivés, soit ils ont fait des dépressions, soit ils ont disparu. Donc, la notion de non-aversion versus l'inconscient, je l'ai vécue au plus profond de moi-même quand j'étais en voyage. Donc, et le souci, c'est que tout le monde n'a pas le même rapport au risque. De ce fait, dans des situations très difficiles de crise, j'ai pu constater que le modèle collaboratif requiert du leadership. Ça ne veut pas dire qu'on est le patron et qu'on dit tu fais ça et tu fais ça. Ça veut dire qu'on incarne une vision et une solution par rapport au problème. Le deuxième point, c'est le risque d'entreprise à 2 vitesses. Pourquoi? Dans le droit belge, on parle d'ouvrier et d'employé. Et ce que je vais vous dire, ce n'est pas... c'est en toute bienveillance, et d'autant plus que ma maman et mon père sont des ouvriers. Je suis d'un quartier ouvrier, mes grands-parents maternels, paternels étaient mineurs, donc je sais de quoi je parle. C'est 2 mondes différents, avec une approche différente, mais aussi aux contraintes de production différentes. Un employé peut s'arrêter pendant 10 minutes et puis reprend le boulot, mais un ouvrier qui est sur une ligne, comment voulez-vous qu'il s'arrête? Et donc, nous devons faire évoluer notre modèle collaboratif parce qu'aujourd'hui, il est en voie d'être un succès au niveau des employés, il ne l'est pas encore au niveau des ouvriers. Et donc, nous avons un séminaire à ce sujet le 25 et le 26 février pour repenser le modèle, le réinventer à la lumière de notre expérience. Donc ça, pour moi, dans une société manufacturière, c'est un vrai risque. La capacité à se faire du feedback, ça, je peux vous dire que c'est le truc incroyablement difficile. Le nombre de personnes qui savent faire un feedback positif, ça, c'est sûr. Mais le nombre de personnes qui ne savent pas faire un feedback négatif, c'est inimaginable. Mais on ne peut pas fonctionner dans le collaboratif si on ne sait pas se faire du feedback négatif. Il y a du feedback négatif formel et informel. Imaginez 2 techniciens à la maintenance. Il y en a un, il ne range jamais ses outils, mais jamais. Ce qui fait que le deuxième, il perd toujours 2 heures pour retrouver sa clé de 12. Au café,
dit, écoute un peu, j'ai encore mis 2 heures pour trouver la clé, je voudrais bien que tu les ranges, etc., etc. 6 mois plus tard, ça continue. Au cercle, il y a un feedback formel. Moi, j'en peux plus. Tous les jours, je perds 2 heures à rechercher ma clé. Eh bien, ça, c'est compliqué. Parce que dans le système pyramidal, c'est pas qu'il n'y a pas de feedback, c'est qu'on est dans un système d'hypocrite. Le feedback, il a lieu. Chef, vous savez quoi? J'en ai ras-le-bol, j'ai mis 2 heures encore pour trouver la clé. Et c'est le chef qui vient et qui explique à l'autre qu'il doit ranger sa clé. Dans le collaboratif, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Ça, c'est un défi énorme en pratique. Énorme. Pas seulement qu'à l'atelier, mais aussi au niveau des bureaux. Et alors, en plus, quand vous êtes donc on a plusieurs copilotes, et moi j'ai un rôle général. Donc, il y a des domaines où je suis le copilote direct, que je suis le porteur long terme direct, et des domaines où je ne le suis pas en direct, il y a un autre copilote. Eh bien, quand dans cette partie-là, ça dysfonctionne, et qu'à un moment donné, la survie de l'entreprise peut être mise en péril, mes feedbacks négatifs, je peux vous le dire, sont trop négatifs. En fait, je deviens un hussard, sabre haut, pour sauver l'entreprise. Mais rendez-vous compte, c'est complètement paradoxal par rapport au collaboratif. Donc, la capacité que les copilotes, les coordinateurs et les experts entre eux et entre les horizons temporels ont de se faire des feedbacks négatifs est un facteur clé de succès. Pour ça, il y a des formations. Mais même et c'est pour ça que je veux que cette formation, elle soit permanente au sein de l'entreprise. Aujourd'hui, chez Galère, on ne sait pas se faire suffisamment de feedback négatif. Donc c'est un vrai problème. Parce qu'alors, il faut que quelqu'un intervienne, et si par malheur c'est moi, alors ça devient hiérarchique. Et je me mets à contre-pied par rapport au modèle que je veux porter. Vous voyez? Donc, le leadership versus le gros patron qui a tous les pouvoirs, ce n'est pas la même chose. D'ailleurs, vous connaissez la différence qu'il y a entre le pouvoir et l'autorité? Le pouvoir, c'est le système qui vous le donne. L'autorité, c'est du pouvoir légitimé dans les yeux de celui sur qui porte le pouvoir. Alors, ça peut être légitimé par votre connaissance technique, par votre charisme, etc., etc. C'est de ça qu'on parle. On ne parle pas ici de pouvoir au sens « je suis le capitaine et toi tu es le sergent et tu fais ce que je te dis ». Et tu fermes ta gueule, voilà. Alors, pas la bonne personne au bon endroit. Il y a dans notre modèle, et ça c'est l'expérience, et surtout en situation de crise, j'ai pu le vivre, le coordinateur est fondamental, parce qu'il est la courroie de relais entre le long terme et le court terme. Vous voulez que je vous dise? Les experts, c'est les meilleurs chez nous. Il n'y a pas de mauvais experts chez Galère. Il y a eu des copilotes qui n'ont pas toujours pris les bonnes décisions, et il y a eu beaucoup de coordinateurs qui n'étaient pas à leur juste place. Mais les experts sont tous bons. Et donc, parce que quand on a des bons coordinateurs et des bons experts, l'entreprise, elle peut tourner par elle-même. Alors, bien sûr qu'il va y avoir un problème après de vision à long terme, mais sur 1 an ou 1 an et demi, avec des bons coordinateurs, des bons experts, l'entreprise, elle tourne par elle-même. Chez nous, ça a été un vrai défi, les coordinateurs, parce que j'ai hérité d'une entreprise avec un staff qui était existant. Et le point négatif des 3 ans de survie, ça a été le coût humain qu'on a eu, le stress. Le point positif, c'est que les coordinateurs qui n'étaient pas à leur place sont partis naturellement, ce qui nous a permis de les remplacer. L'anarchie, là aussi, il y a eu des groupes dans les cercles où ils avaient compris qu'ils pouvaient faire tout et n'importe quoi. Même décider de virer les gens, mais sans avoir de discussion, c'était pas possible. Donc la règle n'était pas comprise. Donc là, il a fallu chaque fois remettre l'ouvrage sur la table et discuter avec eux. Il y a une chose que je n'ai pas mise ici, mais que je voulais vous dire. Pendant la mise en place du système, mon plus gros défi, ça a été que j'étais le CEO qui ne voulait plus être CEO, mais qui me déposait un modèle
Et ceux qui recevaient le modèle, oui, mais c'est le CEO qui le donne. Et je me suis dit, sans que ça me paraisse prétentieux, je me suis dit, mais ça m'a rappelé mon enfance. Moi, mon adolescence plutôt, quand mon père me disait un truc, pour moi, excusez-moi, mais c'était de la merde. Mais quand c'était le papa d'un autre que j'aimais bien, il me disait la même chose, ah ben ça c'était bien ça. Même avec les mêmes mots. Et donc, quand j'ai compris que j'étais devant un paradoxe que je n'arrivais pas à solutionner, puisque j'étais le CEO qui voulait déposer un modèle, mais en même temps, je pouvais rien dire, parce que directement que je disais quelque chose, c'est le CEO qui donnait le... Eh bien, j'ai trouvé un coach. Et ce coach a été le tiers qui a légitimé pas mal de choses, qui a fait passer pas mal de messages. Donc, voilà, pour ceux qui auraient des responsabilités dans une entreprise et qui voudraient développer cela, je pense que travailler avec un coach fait sens parce que c'est le tiers qui légitime, même s'il dit la même chose que vous disiez il y a un mois, qui était rejeté. Il faut écouter ça. Alors, le dernier point, en cas de crise non obtention des résultats, comment maintenir le système en place? C'est sûr. Est-ce que vous vous rendez compte? Nous, on veut partager la valeur ajoutée. On veut payer des bonus, etc. Et donc, la première année, fin 2018, Galère est en faillite virtuelle. Fin 2019, on a redressé l'entreprise, on a versé 2 750 € net à tout le monde, aux 160 personnes. Et depuis, ils n'ont plus un euro, bien qu'il y ait chaque fois des bonus. Mais comme ce n'est pas atteint, puisque une fois c'est le Covid, une fois c'est la destruction, une fois c'est ceci, une fois c'est cela, on n'a plus distribué. Et donc, on finit par perdre notre légitimité à force de mettre des objectifs pour lesquels on va distribuer de l'argent mais qui ne sont pas atteints et que donc on ne distribue plus, on finit par perdre notre crédibilité. Donc, réussir le pay de profit, et quand je vous disais au début que notre modèle n'est pas de diaboliser le pay de profit, ben je le vis aujourd'hui. Je sais qu'il faut qu'on l'atteigne en 2025 et qu'on verse du bonus pour montrer qu'on est bien dans le modèle qu'on dit qu'on est. Voilà. Peut-être juste un mot pour le consommateur et puis on passera aux questions. Dans ces parties prenantes, le consommateur est important. Pourquoi est-ce qu'il est important? Parce que, alors que le flux physique de chocolat, il commence du cacao-culteur jusqu'au consommateur, le flux financier, il commence au consommateur. Et donc, le consommateur est important parce que c'est lui qui nous rapporte la substance. Et la première chose qu'on a apprise, c'est le goût. Peu importe que nous ayons un modèle 4P, peu importe que nous ayons un modèle de gouvernance collaborative, et peu importe qu'on ait conduit nos cacao-culteurs au revenu de vie décent, si notre chocolat n'est pas bon, ça ne me parle pas. En mathématiques, il y a des conditions nécessaires et des conditions suffisantes. C'est la condition nécessaire. Nous, au-delà de cela, nous avons défini le droit nutritionnel du consommateur. Et la voie dans laquelle nous nous sommes engagés, c'est plus de fibres naturelles, moins de sucre. Ce qui n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que le sucre est un exhausteur de goût. Donc dès qu'on touche un peu au sucre, on transfigure les équilibres organoleptiques du produit. Le juste prix, et ça, pourquoi est-ce que le Fairtrade n'a jamais fonctionné par le passé? Parce que l'euro au kilo qu'on donnait aux consommateurs devenait 8 € du kilo, au cacao-culteur, devenait 8 € du kilo aux consommateurs, et à part les bobos bourgeois, personne ne pouvait se l'acheter. Et donc, nous, ce qu'on a voulu, c'est donner la possibilité aux consommateurs lambda de devenir un citoyen responsable, un consommateur responsable. Et nous avons négocié, c'est là qu'on a demandé à Fairtrade de nous aider, à la grande distribution, pour que l'euro qu'on donnait en plus au cacao-culteur se transforme en 1 € pour le consommateur. Voilà, et puis le dernier point, c'est donner du sens, mais du sens à nos collaborateurs, du sens à toutes les parties prenantes qui veulent travailler avec Galère, et du sens aussi aux consommateurs. Et ce qu'on veut faire, c'est de leur procurer du plaisir lorsqu'ils croquent dans un chocolat, mais au-delà de cela, qu'ils croquent dans un chocolat pour un monde meilleur, c'est en tout cas notre ambition, et on verra bien si le consommateur le comprendra. Puis dernier point, je voulais vous dire, vous êtes des consommateurs et des consommatrices.
rendez-vous compte du pouvoir que vous avez. Vous pouvez changer le monde. Vous pouvez changer le monde parce que vous êtes à la base du flux financier. Si Danone, quand il a viré Faber, avait vu son chiffre d'affaires baisser de 50% le lendemain, il l'aurait réengagé le surlendemain. Donc, voilà. Moi, je n'ai pas de jugement à faire. Franchement, je vous le dis en toute bienveillance. Mais n'oubliez pas le pouvoir que vous avez dans votre mode de consommation. Merci. Voilà, pour poser vos questions, vous avez le QR code là-bas. Moi, j'avais une première question à te poser, Oui. Salvatore. Le 15 juillet 2021, Oui. tu es en vacances avec ta famille, sur une île grecque. Raconte. Eh bien, donc j'ai loué un bateau, et le lendemain, je dois embarquer sur le bateau. Et je le vois, le bateau, il est sur le quai, il m'attend là. Et je commence à recevoir des photos. Mais c'est fou comme on est conditionné et qu'on n'imagine pas ce qui va se passer. Il y a un petit peu d'eau. Bon ben ok, il y a un peu d'eau. Puis un petit peu plus d'eau, et puis un peu plus, puis un peu plus. Puis à un moment donné, c'est l'enfer. Et là, quand je reçois les photos, je me dis mais c'est pas possible, tout est détruit. Et donc j'ai dit à mon épouse, écoute, continue les vacances toute seule, moi je rentre, je suis obligé. Et quand je suis arrivé chez Galère, alors là c'était Apocalypse Now. Il y avait, en face de chez Galère, il y avait une voiture dans un arbre. Sur le parking, une voiture dans un autre arbre. Sur le côté du bâtiment, l'eau avait tellement accéléré que c'est comme si on avait pris une grue et qu'on avait fait des tranchées. Sur 3 mètres, on était sur des blocs. Et quand je suis rentré à l'intérieur, alors là, c'était destruction totale. Donc nous sommes le mi-juillet, nous sommes en Covid. Avoir accès aux pièces, aux moules, etc., il y a rupture dans la supply chain de toutes les pièces. On fait nos comptes et tout, et on se dit, ben voilà, si on n'a pas une solution pour produire 650 tonnes, je ne sais pas si vous imaginez, pour le 10 août, il n'y a aucune possibilité de sauver Galère, parce que tout le monde voulait sauver Galère, mais la perte d'exploitation eût été tellement élevée qu'on était mort. Et donc ça a été une course contre la montre. Là, on a fait du collaboratif, mais on a scindé les univers. L'univers de nettoyage de production, l'univers financier, l'univers business, l'univers communication. Chaque groupe travaillait en autonomie, prenait les décisions en autonomie, et on a avancé. Et quand on dit que la chance n'existe pas, moi je peux vous dire que la chance existe. Parce que bien sûr on s'est battu, les 160 personnes se sont battues, mais nous avons eu de la chance. Donc elle existe la chance. Voilà. Tu as utilisé les moyens de production de tes concurrents à ce moment-là. Oui. Comment ça s'est passé, ça? Alors, ben, ça donne foi à l'humanité. Contrairement à ce que je vois quand je lis plus les articles avec Trump et Elon Musk, parce que là, ça devient anxiogène. Mais ça donne foi à l'humanité, parce que, à part un, si vous, on peut en parler, je ne citerai pas son nom, mais à part un, tout le monde a essayé de nous aider. Et, parce que tout le monde se mettait dans nos chaussures et imaginait ce que nous vivions. Et on a trouvé des solutions. Et en plus, c'est magnifique, parce que où avons-nous trouvé les solutions? In fine, pas parce que c'est dans le nord du pays, près de Gand. Et pourquoi nous avons trouvé les solutions là-bas? Parce que l'outil s'adaptait à nos produits. Ça ne veut pas dire que dans le sud, il n'y avait pas des gens qui voulaient nous aider, mais ils n'avaient pas les outils adaptés. Et je trouve que, in fine, c'est une belle leçon pour notre pays. Parce qu'une entreprise liégeoise est détruite, et c'est une entreprise à Ghent qui nous aide et nous ouvre les portes pour que nous puissions survivre. Nos ouvriers ont été travaillés là pendant des mois. Les employés, avec un gars de l'atelier qui était chaque fois le professionnel, a produit tous les employés, tous les copilotes, etc., tous les samedis. Enfin, ça a été un truc de fou. Un truc de fou. Voilà. Mais en tout cas, il y en a un qui par contre, lui, n'a pas été dans la convergence d'intérêts, voire ça a été vraiment un gars qui nous a fait une offre
mais juste inhumaine. Et là, alors certains disent que je suis caractériel, mais moi je me suis dit merde, je ne peux pas accepter. Mais comme on est dans le collaboratif, je n'ai pas osé, parce que quand je disais non, on avait une solution pour une partie du volume, pour 200 tonnes sur les 600, qui nous mettait le couteau sous la gorge, mais grave. Si je disais non, je n'avais pas de solution. Donc c'était grave. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai réuni tous les copilotes et j'ai dit voilà les amis, ça c'est l'offre. Moi je n'ai pas envie d'accepter, mais si vous me dites que vous voulez que j'accepte, j'accepte. Ils ont tous voté non. On a dit non. Je descends les escaliers, je jure ici, c'est la vérité. Je descends les escaliers. Donc on est 5 minutes après mon appel téléphonique où j'ai dit non. Je reçois un appel téléphonique et c'est le mec de Gand qui me dit, dites, j'ai entendu parler, j'ai dit, mais vous êtes situé où, à Gand, quand est-ce que vous pouvez venir? Ben, tout de suite, dans 1 heure, je suis là. Et finalement, c'est avec lui qu'on a fait le deal. Et mieux, c'est son outil qu'on a racheté et qu'on a ramené, en partie, on a laissé à Gand, avec les ouvriers à Gand, qu'on a repris chez nous. Donc maintenant, on a deux centres de production, un à Liège, un à Gand. Et la machine principale de Gand, on l'a ramenée sur Liège. Enfin, voilà. Tu parles de cohérence entre le niveau copilote, entre le niveau coordinateur. Est-ce que c'est un lien de complémentarité ou qu'appelles-tu réellement cohérence? Bien. Pourquoi est-ce qu'un clou rentre dans le bois quand vous frappez dessus? Parce que toute l'énergie se concentre sur un point. Cette concentration énergétique, c'est la définition pour moi de la cohérence. À partir du moment où on se fait confiance, et parce que le souci n'est pas que ceux qui sont experts ne peuvent pas avoir une vision à long terme, mais comme ils n'ont pas le rôle, ils n'ont pas accès à l'information au moment T, il faut qu'ils aient confiance dans ce que le copilote dit. Mais de même, le copilote, il doit avoir confiance dans ce que l'expert fait, etc. Donc, la cohérence, c'est la cohérence dans l'action, et le sous-jacent, c'est la confiance dans la prise de décision des uns et des autres dans leur rôle. Il y a des questions sur l'actionnariat. On avait parlé de 75% qui restait. Je pense que ça a évolué, ça, non? Oui. Donc, ils avaient 100%. D'abord, première chose, il y a des fausses vérités. En 2011, lorsque j'ai vendu, Jean Galère a vendu presque toutes ses parts. Ça, c'est la vérité. Donc, depuis 2011, les Qataris avaient 75% de Galère. En 2018, puisque Jean Galère est parti, ils ont obtenu 100%. En 2020, suite au deal que j'avais fait avec eux, ils sont redescendus à 75%. Et aujourd'hui, ils ont 50% et nous, les Belges, on a 50%. Mon objectif, c'est qu'on redevienne 100% belge. Enfin, 100%, oui, 100% belge. Non, j'avais été européen. Non, belge. Moi, j'aimerais bien avoir un actionnaire néerlandophone pour nous aider à mieux appréhender le marché. Donc, il n'y a aucun... mais je veux dire une chose. Dans le respect de la convergence d'intérêts, parce que sans les Qataris, il n'y a plus de galère aujourd'hui. Donc, l'objectif n'est pas de les pousser dehors. L'objectif, c'est qu'ils n'ont rien à faire chez nous, c'est le fruit d'une histoire, mais ils doivent partir dans le respect et l'honneur, parce que sans eux, il n'y aurait plus de chocolaterie Galère, il n'y aurait plus de 160 personnes qui ont un salaire tous les jours grâce à la chocolaterie. Question concernant les personnes qui n'ont pas envie de prendre de responsabilités. Est-ce qu'elles trouvent leur place? Est-ce qu'elles sont à l'aise chez Galère? Oui. En tout cas, on ne va pas les pousser. Mais il y a une sorte d'écrémage naturel. Parce qu'à un moment donné, vous êtes dans des cercles, vous ne voulez pas participer au processus décisionnel, etc. Bien, vous sortez et vous repartez dans des modèles pyramidales. Moi, je n'ai fait pas de jugement de valeur par rapport à cela. On a, dans notre organisation du travail, on a 250 années de conditionnement. On ne peut pas, du jour au lendemain, avoir 100% des gens qui pivotent. Et puis, chez Galère, on a toutes les pyramides d'âge.
Et c'est sûr que les jeunes ont plus facile de rentrer dans du collaboratif que les plus vieux, qui eux, ont déjà une vie de travail derrière où c'était pas le collaboratif. Donc voilà, c'est la vie, un écrémage peut avoir lieu. Moi, j'ai foi dans les jeunes, parce que les jeunes, vous êtes le futur de notre humanité, de notre société. Et moi, je pense que le modèle collaboratif, qui donne du sens, le modèle plus solidaire, où on intègre l'humain et la planète, c'est ce qui va répondre aux besoins des jeunes. Les jeunes, c'est le futur. Moi, je suis plus dans ma dernière partie de vie que les jeunes. Une question très concrète, est-ce que les votes sont secrets ou à main levée? À main levée, et non, c'est transparent. Pour moi, il y a plein de décisions que c'est... Oui, ça, je dois vous dire que celui qui a le plus souffert, c'est moi. Car dans un système pyramidal, j'ai tous les pouvoirs. Ben, tous les pouvoirs, presque, hein, mais dans le cadre de la loi. Mais être dans un cercle, voter, et c'est pas mon point qui prime, il faut savoir l'accepter. Un autre truc aussi, mon salaire, mon package, je l'ai partagé avec tous les copilotes. Parce que dans les copilotes, il y avait des divergences trop importantes. Et j'ai utilisé mon package pour homogénéiser. Ça a été un grand défi. Alors que j'ai été pour le partage, au moment où il a fallu le faire, il faut le faire. Je dis, tu te rends compte? Oui, mais non, oui, non. Et puis après, je me suis dit, si tu n'es pas capable de le faire, reste chez toi et arrête de parler de collaboratif. Donc je l'ai fait. Et l'ego dans tout ça, comment tu fais? Bon, d'abord, on a tous nos peurs égotiques. Ça, c'est un truc, on a appris, d'abord, comme je pensais que pour les copilotes, puisque c'est les anciens, certains sont les anciens directeurs, pas tous, mais le gros défi allait être pour eux, en premier lieu, enfin pour moi et pour eux. Donc, on a analysé nos personnalités, on a utilisé le système d'énéagramme, apprendre à se connaître, etc., etc., etc. Et puis, on a fait des formations sur l'ego. Et là, les 160 personnes ont fait des formations sur l'ego. Et honnêtement, la formation sur l'ego, pour moi, elle m'a apporté, pas que professionnellement, pas que par rapport au modèle collaboratif, mais j'ai eu un regard critique de ce que je suis. J'ai appris mes peurs égotiques. Par exemple, moi, la justice est une peur égotique grave. Et donc, mais alors, il y a la vraie injustice ou la perception d'injustice. Mais du point de vue de celui que tu le perçois avec que ce soit faux ou que ça soit vrai, les conséquences sont les mêmes. Et donc, il faut apprendre à savoir, à ne pas rentrer dans ces peurs égotiques, à ne pas rentrer dans ces extravagances de comportementales. C'est un défi. Je sais, il faudrait leur demander, vous en pensez? Allez, on vote. Non, je pense que c'est toujours un défi, c'est un défi pour tout le monde. Alors une question sur, estimez-vous utile pour Galère la certification Bicorp? Bon, il y a eu un grand débat à ce sujet. Il y en a qui le sont. Moi, je ne supporte pas. Mais je ne supporte pas pourquoi? Mais mais on vote. Parce que pour moi... Tu supportes pas, tu veux dire que tu ne soutiens pas cette initiative-là? Oui. Ou bien toi, tu as une allergie? J'ai une allergie. Ah, tu as une allergie? Oui, j'ai une allergie. Mais je vous explique pourquoi. Pour moi, c'est directement, on re-rentre dans le modèle du 20e. C'est-à-dire du contrôle, des licences, mais rendez-vous compte, il n'y a pas de théorie qui existe. Il n'y a rien qui existe. Et le Bicorp, par exemple, il parle du rôle de l'actionnaire, il parle du partage de la valeur ajoutée par rapport aux parties prenantes, il remet en question tout ça, il remet en question le système pyramidal. Donc, en fait, pour moi, aujourd'hui, nous sommes en train de vivre une mutation. J'espère que de plus en plus dans les universités, il va y avoir des gens qui vont théoriser, qui vont aller beaucoup plus loin dans les modèles, puisque de plus en plus les sociétés osent. Donc on va avoir des cas d'expérimentation. Et comment peut-on réglementer des choses dont on n'a même pas encore commencé à maîtriser la réalité? Et ça je ne peux pas l'accepter. Parce que pour moi, c'est comme si on mettait au frigo toute la créativité par rapport à cela. Toute notre capacité à faire évoluer les modèles.
Donc, perso, je ne suis pas pour Bicorp, mais c'est une décision qui sera prise par l'équipe. Alors, question par rapport à... Enfin, tu l'as montré, on est dans un monde VUCA, quoi, un monde qui est tout le temps changeant. Finalement, qu'est-ce qu'il y a de permanent? Plus grand-chose, et on est sûr de rien. Comment réassesser en permanence la stratégie? Bon, d'abord, il faut, à partir du moment où on est un modèle 4P, c'est rigolo parce que c'est des discussions qu'on a en cercle de pilotage pour le moment, l'approche stratégique, elle est avec un grand S. Il faut intégrer les 4P. Il y a un mot-clé, c'est l'arbitrage. Alors, vous voyez, quand on est en situation de survie et qu'on doit amener du P de profit, il y a deux manières d'approcher la problématique. Il y a celle qui dit « je suis concentré sur le P de profit, point barre ». Ou « non, je suis conscient qu'il faut amener la pérennité du P de profit, je me concentre dessus ». Mais tout ça intégré dans un 4P, et si aujourd'hui j'arbitre et je priorise le P de profit, c'est parce qu'on est dans un momentum particulier, mais dès qu'on peut, on repart sur les autres P. C'est deux manières complètement différentes d'approcher les choses. Donc pour nous, en permanence, on se remet en question sur les 4P, et arbitrer, parce que le grand risque de notre modèle, c'est le risque paradoxal. Je m'explique. On est en train de vendre aux États-Unis. Je hais de vendre aux États-Unis. Pourquoi? Parce que l'euro de chiffre d'affaires qu'on va faire aux États-Unis, imaginez-vous le poids en termes d'empreinte environnementale qu'il a par rapport à quand on vend 1 euro chez Carrefour à Bruxelles. Le souci, pourquoi est-ce qu'on le fait? Parce qu'on est contradictoire, on a une vision, on est ambivalent? Non, parce qu'on n'a pas le choix. Et je trouve, et c'est important parce que l'arbitrage en pleine conscience, ce n'est pas être paradoxal, c'est de faire de l'arbitrage. Mais le souci, c'est l'interprétation que les tiers peuvent en avoir. Et donc, on se remet en permanence en question par rapport au 4P, et il faut pouvoir avoir la capacité de communiquer de manière totalement transparente sur nos décisions. Parce que c'est sûr que quelqu'un qui se dit « Tiens, pourquoi est-ce qu'ils veulent la croissance ?» Parce qu'une entreprise, elle a besoin d'une taille critique. Pourquoi est-ce qu'ils vont aux États-Unis? Parce que pour le moment, c'est l'avenue la plus rapide et il faut qu'on avance rapidement dans la génération de cette pérennité financière. Mais je vous assure que mon objectif final, c'est d'ancrer la rentabilité de Galère ici, en local. Et même si on gagne de l'argent aux États-Unis, je serai demandeur d'arrêter les États-Unis. C'est pour ça que emborder le board et les actionnaires est important, parce que le jour où ça va arriver, ça va être compliqué de leur faire accepter de perdre 1 million ou 1,5 million d'EBITDA uniquement pour le P de planète, ça va être compliqué. Mais bon, ce sera le combat. Une question plus générale, dit ok, ça marche avec 170 personnes, mais est-ce que ça pourrait marcher avec 9000 personnes ou plus? Voilà, je peux dire qu'il y a des entreprises de 15 000 personnes et plus qui fonctionnent suivant ce modèle-là. Il y a le fameux modèle qui a été beaucoup étudié par Frédéric Laloux dans son livre, qui est Buurtzorg, une entreprise au départ hollandaise maintenant, qui est un peu partout d'infirmières à domicile. Mais il y a aussi des grosses boîtes comme Michelin qui ont fait des pans complets, qui habillent Decathlon et autres, qui ont vraiment fortement investi là-dedans. Parfois, c'est pas chez tout le monde, c'est dans certains départements et autres. Donc oui, ça fonctionne avec... oui, et même dans des sociétés, dans le food, le souci que Faber a vécu chez Danone, c'est que sa stratégie, qui pour moi est la seule stratégie possible dans une multinationale dans le food, qui a été de créer des réalités locales dans une entreprise qui était mondiale. Le souci de cela, c'est qu'à très court terme et à court terme, on a une baisse de la profitabilité, elle revient sur du plus long terme. Et que, évidemment, comme les actionnaires comparaient les résultats avec Unilever, etc., à court terme, ils l'ont viré. Mais sa stratégie était une stratégie long terme. Il était en train de créer des réalités locales dans une entreprise qui était mondiale. Oui, c'est vraiment dommage ce qui s'est passé là. Oui. Je prends une dernière question, désolé pour celle que je n'ai pas pu prendre.
et merci pour l'intérêt qu'elle montre. Tu es encore jeune, mais enfin, il y en a qui parlent de ton futur départ, je ne sais pas. Oui. Comment gérez-vous le risque de non-continuité de l'ensemble de la démarche après votre futur départ? Ouais, alors c'est une bonne question. Donc, il y a une manière positive et il y a une manière, un petit peu pirate. Je vous explique. La manière positive, c'est d'emborder, de mettre une stratégie pour emborder le board et les actionnaires, etc. Et c'est ce qu'on va faire. L'autre, c'est de communiquer tellement fort, c'est ce qu'on va commencer maintenant, pour que, de toute façon, l'image de l'entreprise vis-à-vis du consommateur soit tellement forte dans notre modèle que quand bien même l'actionnaire ne serait que sur le pay de profit, il ne pourrait plus faire marche arrière parce qu'in fine, il va toucher à son pay de profit. Vous me suivez? Donc, il y a les deux stratégies. On a une stratégie de communication pour faire en sorte qu'on ne puisse plus faire marche arrière. Ça, c'est la stratégie piège. C'est pas très sympa, mais voilà, c'est pour protéger les arrières. Et de l'autre côté, il y a la stratégie positive qui est d'emborder. Et last but not the least, le rêve que nous avons, c'est qu'une fois qu'on aura transformé le consommateur en un consommateur, c'est de le transformer en un citoyen investisseur responsable. Mon rêve, c'est de lever des fonds et de devenir une coopérative de consommateurs chez Galère. Ça, c'est mon rêve le plus absolu. Bon. Et donc, on sera la première coopérative à but lucratif. Ce sera la deuxième créativité. Je veux dire, il y a pas mal d'entreprises comme ça où il y avait un leader vraiment qui était un patron, qui vraiment portait ce projet. Et quand il est parti, l'entreprise est retombée dans quelque chose de plus hiérarchique, tout en laissant quand même des traces très fortes sur tout le côté humain, des échanges, et ainsi de suite. J'en connais plusieurs. Donc c'est pas, la question est vraiment pertinente. Oui. Non, mais très sincèrement, ça fait partie de... Alors qu'on n'a pas encore atteint le niveau de pérennité que je voudrais, en parallèle, avec Claire, ça fait partie de ses objectifs stratégiques, c'est de faire en sorte qu'on pérennise le modèle. L'héritage. L'héritage social. Voilà. Quand même un élément majeur dans votre succès, c'est votre durée de poste. Quand on voit que dans les grands groupes, en général, ça défile tous les 2-3 ans. C'est très difficile, justement, d'une dynamique qui était apportée par l'un, le suivant, il aura sa vision, ça va changer. Je parle de grands groupes. Oui, mais ici, il y a eu une année. Donc, en réalité, on est fin 2018. L'entreprise est en faillite virtuelle. Il n'y a pas beaucoup de gestionnaires de carrière, de leur carrière, qui gèrent leur CV, qui seraient venus chez Galère à ce moment-là. Moi, je suis venu parce que j'avais un lien affectif avec l'entreprise, avec les 160 personnes, et l'envie de créer un modèle. Puis, une fois qu'on a relevé l'entreprise, on est rentré en situation de crise. La plupart des cadres qui gèrent leur carrière se seraient tirés. Ils auraient vendu quoi? J'ai fait le turnaround de Galère, et maintenant je veux... Voilà. Donc, en même temps, ils n'ont pas tellement eu le choix. Parce que s'ils avaient voulu me remplacer, celui qui serait venu aurait exigé encore de remettre 10 millions pour être certain qu'il soit en sécurité pour mettre le plan en œuvre. Or, et donc quelque part, la situation m'a aidé à durer. Par contre, si nous n'atteignions pas fin 2025 la pérennité financière, probablement je serais viré. Mais moi, je suis prêt à le jouer, hein, c'est pas un problème. Je suis venu pour avec l'équipe de mettre un modèle en place. Mais voilà, c'est le jeu, je le sais. Et on fait en sorte de réussir 2025 pour pouvoir continuer le modèle. On sent quand même que les deux chemins sont liés. Votre succès, je vous le souhaite en 2025, la réussite financière brillant, sera aussi lié au succès du modèle. Et si jamais, dans le cas qui n'arrivera pas en 2025 n'est pas à hauteur des attentes, on risque aussi de l'attribuer et au management et
au type de management. Oui, oui. Il y a un risque. Oui, mais c'est sûr. Mais c'est ça la non-aversion au risque. C'est certain, mais en même temps, c'est ce qui donne l'opportunité d'avoir la chance de pouvoir le faire. Voilà, on va passer aux choses sérieuses. Et donc je voulais d'abord vous remercier pour votre présence, bien sûr, remercier Salvatore et son équipe.